Bonjour à tous, David Rose, maire de la commune d'Orsay, vice-président de l'agglomération en charge de la recherche, de l'innovation, des enjeux de la transition numérique. Je suis ravi de lancer la première action du CESIF, qui est créée au dernier conseil municipal à Orsay. Le CESIF, c'est le Conseil économique, scientifique, de l'innovation et de la formation. On avait porté ça nous, pendant notre campagne électorale. Alors moi, j'ai un petit peu d'expérience puisque c'est le début de mon troisième mandat, mais on avait eu l'occasion déjà de le dire. On a une densité très forte, bien sûr, d'acteurs institutionnels, de privés dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Et on souhaitait, sur ce mandat-là, pouvoir en faire profiter le plus grand nombre et donc essayer de décliner sur notre territoire des actions concrètes qui permettent non pas de remplacer ce que font déjà de manière remarquable au quotidien tous les acteurs de la recherche et de l'innovation, mais d'essayer un petit peu de structurer tout ça pour en faire profiter les citoyens et plus particulièrement la jeunesse, dans un certain nombre de propositions et d'opérations qui seront faites à l'avenir avec des hackathons, avec des salons, avec des accueils dans des entreprises, avec une identité qui sera très structurée. Et donc, on avait souhaité, pour démarrer ce CESIF, faire une première action sur le Parcoursup, parce que d'abord, c'est la période qui s'y prête. Un certain nombre d'élèves vont devoir faire des choix dans les prochaines semaines. Donc, on trouvait important qu'il y ait une information spécifique sur ce sujet-là. Et puis aussi, on sait que dans cette partie que nous vivons avec cette crise sanitaire très forte, la jeunesse actuellement se pose beaucoup de questions. Certains sont en souffrance et donc on voulait redoubler d'efforts par rapport à eux dans cette période particulière. Le CESIF, alors j'en suis officiellement le président, mais au moment du conseil municipal, j'ai donc nommé Abdelhamid Melouk, qui est un habitant d'Orsay et qui sévit aussi dans le domaine universitaire. Il se présentera tout à l'heure. Le fait d'animer le CESIF et de me représenter sur toutes les actions. Et puis donc Didier Misnard, qui est à la fois le premier adjoint en charge des affaires générales et notamment du développement durable, mais qui accessoirement aussi a un petit peu sévi au lycée d'Orsay, dans la filière prestigieuse des mathématiques Blaise Pascal. Donc voilà, il est aussi forcément intéressé par rapport à ce type d'informations. Je remercie aussi les intervenants qui ont accepté de nous rejoindre pour animer cette première réunion du CESIF sur Parcoursup. Donc Isabelle de Machy qui se présentera aussi de l'Université Paris-Saclay, Jocelyne Godard et Assine Mungla. Voilà. Donc en tout cas, je souhaite à tous et à toutes de pouvoir pleinement profiter de cette première réunion. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de répondre à toutes les questions, mais ça permettra aussi de structurer le débat pour les semaines à venir. Et donc, je laisse Abdelhamid Melouk présider plus particulièrement cette séance du jour. Et je vous souhaite en tout cas d'avoir une séance qui soit particulièrement productive et intéressante pour vous. Merci à vous et bon après-midi. Bien, merci beaucoup. Merci à David Ross, donc maire d'Orsay, d'avoir fait cette introduction. Alors, sans trop tarder, merci beaucoup David. Sans trop tarder, on va peut-être un peu, dans un premier temps, vous présenter. Donc, merci beaucoup. Je vois qu'il y a de plus en plus de participants. On va se prendre un peu, peut-être, 5-10 minutes, simplement le temps que les gens puissent se connecter sur la plateforme. En attendant, je demanderai peut-être à nos 4 intervenants de pouvoir un peu se présenter très rapidement, s'ils le souhaitent. Et puis, ensuite, après, on attaquera un peu je vous présenterai une espèce d'ordre du jour, un peu comment on va mener un peu les débats. Et puis, bien évidemment, on est là pour vous répondre essentiellement. Et du coup, André Pereira, le directeur de service de communication qui nous accompagne aussi sur cette plateforme, il va effectivement manager, gérer les prises de parole. Et l'important, c'est qu'on puisse justement être dans la réaction. Bien, écoutez, sans trop tarder, peut-être Madame de Machy. Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Isabelle de Machy, je suis professeure à l'Université Paris-Saclay, à la Faculté des Sciences. Et je fais partie de l'équipe présidence de Sylvie Retailleau et je suis vice-présidente en charge des formations de l'innovation pédagogique et de la vie étudiante. Donc, évidemment, particulièrement centrée sur les étudiants et sur l'arrivée des étudiants à l'université avec tout un travail sur la transition Bac-3, Bac+3. Merci beaucoup. Madame Godard.
Oui, bonjour. Donc, je suis Lorraine Godard. Donc, je suis vice-présidente du collège premier cycle. Donc, collège qui comprend enfin, toutes les formations de premier cycle. En particulier, on gère bien sûr Parcoursup. Merci beaucoup, Madame Godard. Et puis, nous avons aussi un représentant de l'Université de Paris, Monsieur Moungla, Assine. Merci Abdelhamid. Effectivement, donc Assine Moungla, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Paris. Je suis le directeur du département informatique et membre du conseil d'administration de l'Université de Paris. Merci beaucoup, Assine. Et puis, je m'adresse à celui qui est juste à ma gauche, peut-être. Donc, Didier Misnard, il y a encore un an, j'étais professeur en temps partagé à l'Université d'Evry et au lycée Blaise Pascal. Au lycée, j'avais une classe de terminale S depuis des années. Et à l'université, j'avais en charge le master MEF de formation des futurs professeurs de mathématiques de l'enseignement secondaire. Merci beaucoup Didier. Puis votre serviteur, donc Abdelhamid Melouk, moi je suis aussi professeur d'université, Paris-Est Créteil. Donc là, nous avons 3 universités franciliennes, à la fois l'Université Paris-Saclay, qui n'est pas très loin, donc qui est à côté de Dorsay, l'Université de Paris, qui est plutôt intramuros, et puis l'Université Paris-Est Créteil, qui, elle, est dans l'Est francilien. Donc l'idée, c'est de pouvoir un peu, chacun de nous, dans ses filières et éventuellement un peu dans l'expérience qu'il a de Parcoursup et de l'accueil des futurs élèves. Il va un peu vous ramener un certain nombre d'informations. Et puis, bien évidemment, s'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas vous répondre, n'hésitez pas. Vous allez nous faire, M. Pereira vous expliquera un peu la procédure. Vous allez nous faire des emails et puis, aucun souci, on essaiera de vous répondre, sachant qu'il y a quand même une deadline qui arrive très, très vite. C'est celle du 11. Alors, moi, je dirige aussi une filière d'ingénieurs. Donc, vous voyez, il y a des profils extrêmement différenciés là-dedans. J'ai aussi une autre casquette qui est celle qui consiste à avoir la coprésidence d'un comité de pilotage qui concerne plutôt les sciences de l'innovation sur le plateau de Saclay, donc tout ça dans le pôle de compétitivité systématique. Donc, vous voyez, l'important ici, c'est qu'on a effectivement plusieurs profils qui peuvent vous répondre. Alors, on aurait bien aimé aussi recevoir, et il s'était prévu qu'il soit là, malheureusement, les contraintes de temps ont fait qu'il n'a pas pu, mais par contre, il nous a quand même envoyé un certain nombre de choses. C'est M. Jérôme Théard que tous les élèves du terminal connaissent, parce que c'est M. Parcoursup. C'est celui qui est derrière, on va dire, quand vous recevez des SMS, quand vous recevez des relances, quand vous recevez des choses comme ça, c'est lui qui est derrière. Donc, c'est M. Jérôme Théard qui est donc chef de projet au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la plateforme Parcoursup. Donc voilà, on aura certainement au fil de l'eau, au fil de la discussion, on aura des informations à vous donner. Qui m'a aussi communiqué hier. Bon, c'est des informations très, on va dire, très fraîches, puisque je l'ai eu hier au téléphone à 19h, on a discuté pendant quasiment 1 heure. Voilà, donc je pense que, alors, moi je veux bien, si vous le voulez bien, avant peut-être que les uns et les autres prennent la parole, juste vous dire que, voilà, nous sommes enregistrés. C'est une séquence qui va passer en boucle enfin, d'ailleurs sur les réseaux sociaux au niveau de la mairie d'Orsay. Et là-dessus, si éventuellement quelqu'un s'oppose à ce qu'il soit enregistré ou quoi que ce soit, écoutez, il peut ne pas apparaître au niveau de la caméra. Il peut juste nous donner sa question par voie orale, ou alors sur le fil de la conversation, le chat qui est à votre droite. Mais je pense que les élèves, enfin les futurs, on va dire, universitaires et ingénieurs et autres, ils maîtrisent parfaitement l'outil. C'est juste à votre droite sur le fil de la discussion. Voilà. Donc, peut-être 2 ou 3 petits mots avant qu'on commence un peu la séance de questions-réponses. Madame de Machy, ou je m'adresse un peu à Madame de Machy ou Madame Godard, éventuellement là, si vous voulez faire une petite introduction assez rapide sur peut-être 2 ou 3 petits conseils, on va dire sans beaucoup trop s'attarder, et on revient en plus derrière, on revient juste derrière au fil des questions-réponses. Madame de Machy, ça vous va? Pourquoi Très bien, oui. Très rapidement, donc je vous cède la parole.
Merci, merci beaucoup. Donc, juste un petit mot pour dire, donc l'Université Paris-Saclay, c'est un nouvel établissement, mais qui intègre ce qui était l'Université Paris-Sud précédemment, parce que si on a des parents qui écoutent, là, peut-être ils connaissaient l'Université Paris-Sud, c'est juste pour leur faire le lien. Et donc, on retrouve toutes les facultés de l'université et les IUT de l'Université Paris-Sud dans l'Université Paris-Saclay, avec un partenariat très fort avec des écoles du plateau de Saclay, donc Centrale Supélec, l'École normale supérieure Paris-Saclay, et puis AgroParisTech et l'Institut d'optique. Donc ça, c'est juste pour situer les gens. Maintenant, juste par rapport à, donc c'est une université, c'est juste parce que c'est un mot un petit peu nouveau, l'Université Paris-Saclay, donc juste pour préciser. Cela dit, par rapport à votre question plus générale sur Parcoursup et pour les universités dans Parcoursup, donc Parcoursup qui est la plateforme vraiment d'accès à l'enseignement supérieur, on va trouver dans les différentes universités des parcours affichés sur Parcoursup qui peuvent être des parcours de licence non sélectifs, des parcours de DUT sélectifs, maintenant BUT, hein, Bachelor universitaire de technologie, et puis des parcours sélectifs aussi à l'université qui sont sous forme de double diplôme. Donc, pour ces formations, chaque élève donc, va pouvoir faire des vœux, et ces vœux sur Parcoursup, ils vont inclure à la fois le dossier de l'élève, enfin, ils vont inclure votre dossier en tant qu'élève, votre projet de formation motivée, la fiche à venir des enseignants, et puis des éléments supplémentaires lorsque c'est requis. Donc, moi, ce que j'avais envie de dire, c'était que parmi tous ces choix, il est important, parmi les différents vœux qu'on peut faire, de faire des vœux assez variés, tout en faisant toujours des vœux qui vous ressemblent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément faire que des vœux de formation sélective, il faut aussi choisir des formations non sélectives, licence à l'université. Il faut choisir, cela dit, des formations qui vous ressemblent, donc des choses qui vous intéressent. Et effectivement, cet centre d'intérêt, vous allez pouvoir le manifester au niveau du projet de formation motivée. Le projet de formation motivée, il est intégré dans l'analyse par les établissements et par les universités en particulier. Il est intégré dans le classement que chacun va opérer sur l'ensemble des candidats pour une filière donnée. Ce projet de formation motivée, là aussi, il faut qu'il vous ressemble. Ça doit être quelque chose de personnel, de sincère, qui n'a pas besoin d'être quelque chose de professionnel dans son écriture. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher de l'aide et je ne sais pas où. Il faut chercher de l'aide dans votre entourage, chercher de l'aide auprès des professeurs et ensuite écrire quelque chose qui vient expliciter vos choix de filière en étant voilà, le plus sincère possible et en argumentant sur vos choix. Donc, ces différents éléments-là vont constituer le dossier qui vont être analysés ensuite par les différentes filières. Donc ça, vos vœux, et donc c'est là où il faut faire un nombre de vœux suffisant, c'est important dans cette phase principale de Parcoursup, parce que les réponses qui vont vous arriver à partir du 27 mai peuvent être du coup effectivement sur seulement cet ensemble de vœux, hein, vont arriver seulement là-dessus. Donc c'est là où il faut avoir bien réfléchi dans la phase actuelle et d'autres possibilités peuvent arriver au cours du calendrier Parcoursup, mais c'est bien d'avoir déjà fait les vœux principaux sur cette partie-là et de les avoir bien construits. Voilà, du 27 mai au 7 juillet, vous allez avoir les réponses et donc ces réponses, elles vont venir sur la base de l'analyse du dossier qui va comporter à la fois l'analyse des résultats académiques, de la fiche à venir du projet de formation motivée et sur cette phase-là, donc sur cette phase du 27 mai au 16 juillet, vont arriver progressivement les réponses oui et oui si, ou non d'ailleurs, sur les filières sélectives. Donc sur les filières non sélectives, vous aurez des réponses qui vont forcément être positives, mais qui peuvent être de deux ordres, qui peuvent être du type oui ou oui si. Et là, il faut bien considérer que la réponse oui si n'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire une possibilité de vous accompagner sur la réussite dans la formation. Donc, ne pas être effrayé ou rebuté par une réponse oui si. Donc, dans cette phase de réponse,
vous allez avoir à vous positionner par rapport à l'ensemble des réponses oui ou oui-si et à faire un choix en un temps limité. C'est pour ça qu'il est important de réfléchir en amont à vos priorités, même si vous n'avez pas, même s'il n'y a pas à classer les vœux au moment où on exprime ses vœux. Cela dit, c'est important dans la construction des vœux de commencer à réfléchir à ses priorités, puisqu'on a relativement peu de temps au moment où les réponses arrivent pour pouvoir prioriser justement une réponse oui parmi les autres. Et puis, le système va ensuite avancer et de nouvelles réponses vont apparaître au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment le déroulement du calendrier. Et donc, les établissements vont, eux, intervenir dans la période entre le 2 avril et le 27 mai au moment de l'apparition des vœux. Voilà. Donc, simplement pour ce que je pouvais vous dire de façon générale sur le déroulement du calendrier. Et puis ensuite, je peux laisser la parole à Lorraine Godard sur peut-être plus précisément, en fonction des types de formation, ce qu'on peut attendre au niveau d'un établissement comme l'université, sauf si vous voulez qu'on enchaîne avec d'autres choses. Alors, moi, merci beaucoup, Madame Demachy. Donc, effectivement, pendant que vous présentiez un peu les différentes étapes, on a aussi partagé un document avec l'ensemble des participants qui montre un peu le calendrier à suivre. Je pense que les participants, à la fois les élèves et peut-être aussi les parents d'élèves, ils ont aussi, dans un premier temps, l'objectif du 11 mars, c'est-à-dire de jeudi prochain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a souhaité faire cet événement quasiment, on va dire, qu'il faudra plutôt considérer comme si on a une toute dernière question, parce que c'est le moment de la poser. Vous pensez bien que ce n'est pas ce type d'événement qui remplace, bien au contraire, l'ensemble des salons dédiés, l'ensemble des journées portes ouvertes, l'ensemble du travail formidable qui est fait au niveau des lycées, au niveau effectivement des universités, des écoles d'ingénieurs et autres. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, c'est vraiment rajouter une petite touche à notre niveau, parce que ce que nous avions eu en termes de retour, c'est qu'il y a pas mal d'élèves de terminale et pas mal aussi de parents qui sont encore un peu perdus parce qu'on comprend bien que la crise sanitaire est là, on comprend bien que c'est entre guillemets la première cuvée du nouveau bac, même si cette année le nouveau bac il ressemble un peu à celui d'an dernier pour la simple unique raison que justement il n'a pas eu lieu, sauf bien évidemment l'introduction d'un ensemble de spécialités. Donc, et au-delà de ça, les journées portes ouvertes qui ont eu lieu, qui ont été organisées dans beaucoup d'endroits, malheureusement, ils n'ont pas. Enfin, il y a eu du distanciel, un effort vraiment phénoménal qui a été fait par l'ensemble des équipes. Malheureusement, ça reste encore un peu quelque chose en termes de retour d'information qui manque encore. Peut-être, M. Moungla, Hassine, si tu veux peut-être dire 2 ou 3 petits mots, et puis après, je donnerai la parole éventuellement à Mme Godard, si elle le souhaite, et très rapidement après, on va se lancer dans la question dans la phase questions-réponses. Et Didier, s'il a envie peut-être un peu d'intervenir. Hassine, à toi, si tu veux faire 2 ou 3 petits mots par rapport à nos participants. Alors, sachez que pour les participants, dès dans à peu près dans 5-10 minutes, c'est-à-dire à 30, on ouvre la phase des questions-réponses et donc n'hésitez pas à lever la main éventuellement et on vous ouvre les micros si vous avez envie de le faire de manière de vive voix. Je te remercie, Abdelhamid. Effectivement, donc, je pense que Madame Demachy a bien résumé la situation. Je voudrais juste insister sur un point qui est très important, notamment sur la motivation des étudiants, qui est un point que je pense que toutes les universités et toutes les formations regardent particulièrement, pas seulement la partie académique, c'est-à-dire avec les notes, et qu'on regarde attentivement. Donc, au sein de notre département, on traite les dossiers manuellement, donc avec 2-3 reviewers pour qu'on puisse un peu estimer mieux et accompagner, comme l'a dit Madame Demachy, les étudiants afin de leur donner une chance au fait de réussir au sein de la formation. C'est-à-dire, si on les accepte, c'est un contrat moral pour essayer de les aider et de pousser vers une réussite au bout de Bac+2, s'il s'agit d'un DUT ou d'un bachelor universitaire de technologie, ou d'une licence Bac+3. Donc ça, c'est un point très important. C'est un engagement en quelque sorte, même tacite, qui est fait en principe par l'ensemble des collègues de l'ensemble des universités.
Et cette motivation, il ne faut pas que ça soit bateau, il faut que ça soit également, il faut mentionner la participation dans les journées portes ouvertes, qui est un point pour nous essentiel pour estimer un peu votre motivation, vos projets, vos réalisations. Et il est très important de réaliser ce projet ou cette écriture de votre motivation avec votre entourage pour mieux exprimer un peu ce que vous souhaitez. Un point très important, il y avait une question également, je pense qu'on y reviendra un peu peut-être tout à l'heure, mais je suis désolé, je devrais vous quitter un peu plus tôt parce que j'ai également d'autres obligations en sein de l'université, qui est au fait la question un peu sensible des bacs, des types de bacs, des bacs généraux, des bacs technologiques. Il faut rappeler également que nous avons beaucoup de questions, je pense que ce soit à l'Université de Paris-Saclay ou à l'Université de Paris, concernant les bacs techno et leur possibilité d'intégrer au fait les IUT. Donc, comme vous le savez, donc, le bachelor universitaire de technologie est déjà mis en œuvre il sera mis en œuvre à partir de l'année prochaine, en septembre 2021. Et il y a un quota de bacs techno donc, que les IUT doivent respecter pour pouvoir intégrer l'ensemble des bacs techno. Donc, il y a plusieurs questions par rapport aux journées portes ouvertes auxquelles j'avais assisté. Est-ce qu'il faut avoir fait des maths ou de l'informatique pour pouvoir intégrer telle ou telle formation? La réponse est non, pas forcément, parce que tous les lycées n'offrent pas les options de tous les bacs. Donc ça, c'est un point très important. Et on se voit un peu mal dire que telle option sera plus favorisée par rapport à d'autres. Donc du coup, il faut travailler bien son dossier, sa motivation, afin qu'on puisse donc mieux voir votre projet professionnel. Donc voilà, ça c'est vraiment un point très important. Je ne souhaiterais pas monopoliser davantage la parole et je vous redonne la parole. Donc, et je suis là s'il y a d'autres. Merci beaucoup, Hassim. Madame Godard, si vous voulez peut-être faire une petite intro, je vais plutôt passer au mode question. Oui, enfin, ce n'est pas une intro par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Oui, enfin, pas grand-chose à rajouter. Voilà, peut-être sur les attendus de la formation. Et là, il faut aussi que les candidats, ceux qui postulent aussi regardent. Normalement, maintenant, il y a des nouvelles rubriques qui ont été proposées dans Parcoursup et en particulier deux choses. C'est le parcours proposé pour l'étudiant en fonction de choix de spécialité. Donc là, bien sûr, regardez si des spécialités sont préconisées. Après, ce sont des spécialités qui sont préconisées pour vous dire que voilà, si vous suivez ces spécialités, si vous avez des bons résultats dans celles-ci ou dans les options, que vous avez normalement les bons prérequis pour suivre la formation. Après, bien sûr, si vous avez un bon dossier et qu'il vous manque, par exemple, une spécialité, rien ne dit que vous n'allez pas réussir dans la formation. Après, il y a sûrement des choses qui vont être proposées. En tous les cas, nous, on va proposer des choses et dans d'autres universités aussi. Et après, voilà, ça veut dire que vous aurez un peu plus de travail à fournir. Vous savez qu'est-ce qui va vous manquer peut-être, ou ce sur quoi il faudra un peu plus travailler. Mais voilà, il faut les regarder. Après, peut-être ne pas trop se retenir de faire des candidatures si le choix des spécialités ne sont pas en adéquation avec ce qui est proposé. Juste voilà, être conscient qu'il y aura des choses à faire en plus ou de façon complémentaire à la formation par rapport à ça. Regardez aussi, parce qu'on pose surtout souvent la question, qu'est-ce que vous regardez et tout. Là, il y a aussi les critères d'examen généraux des vœux où là, normalement, chaque formation a rempli devait remplir ce qu'ils vont aller regarder. Est-ce qu'on va regarder qu'est-ce qu'on va aller regarder comme compétences disciplinaires, comme compétences à côté des compétences disciplinaires. En général, on regarde en particulier, comme on en a déjà parlé, la motivation, l'expression écrite, l'expression orale. Enfin voilà, vous avez là aussi pour vous guider un petit peu ou vous rassurer les critères qui sont pris en compte quand les différentes formations dans lesquelles vous allez postuler vont faire le classement. Voilà. Bien, merci beaucoup. Didier, peut-être, tu as d'autres éléments à rajouter? Très rapidement, du fait de ma double casquette, j'ai pu voir l'évolution de Parcoursup et je voudrais juste dire aux élèves et à leurs parents que ce dispositif fonctionne très bien. Il a été énormément décrié au départ et complètement à tort,
puisque en fait, il a deux avantages principaux. C'est qu'il décale le choix final, hein, puisque dans le dispositif précédent, vous ne le savez peut-être pas, mais dès le mois de janvier, les élèves devaient classer leurs vœux, ce qui les engageait. Là, le décalage est fait à la fin du printemps. Hein, donc, pour des jeunes de 16-18 ans, ce sont des délais qui sont importants. Et d'autre part, je voudrais souligner le succès de cette plateforme, en ce sens qu'un nombre croissant d'élèves récupèrent leur formation de premier choix. Et ce pourcentage augmente d'année en année. Donc, je veux vous rassurer, hein, le dispositif fonctionne très bien, il fonctionne de mieux en mieux. Donc, allez-y en confiance. Faites les vœux qui vous plaisent, soignez la gradation des vœux de manière à être sûr de ne pas vous retrouver sans proposition à la fin du dispositif, mais dans l'immense majorité des cas et de manière croissante, les choses se passent très bien. Merci beaucoup Didier. Alors peut-être moi je conclue juste un peu cette première phase et puis juste après, parce qu'il y a quand même des questions qui commencent déjà à arriver sur le fil de la conversation, et puis ensuite après il va y avoir une prise de parole des uns et des autres. Une petite info pour l'ensemble des participants. Alors, il faut s'estimer vraiment un peu, on va dire, heureux d'avoir cette info, parce qu'elle vient quasiment de monsieur Parcoursup, hein, qui nous a appelé hier, avec qui on a un peu échangé ensemble. Il me disait hier qu'on est aujourd'hui à quasi 900 000 d'étudiants déjà, d'étudiants, d'élèves de terminale, déjà en train de avoir déjà inscrit leurs vœux. Voilà. Un des conseils qu'il souhaite vous donner, et je le fais un peu en son nom, c'est vraiment de ne pas attendre le dernier jour, parce que ça, c'est problématique. Alors, sachez-le, hein, je pense qu'il y a déjà, comme il me l'a dit hier, 900 000 à 1 million d'élèves qui ont déjà rentré un peu leurs vœux. Il ne faut pas attendre le dernier jour et il faut quand même s'y mettre, on va dire, aller dans les 2-3 prochains jours-là et pas attendre effectivement le mercredi, parce que, je vous rappelle, jeudi, 23h59, terminé. Attention, vraiment terminé. Autrement dit, alors, la phase effectivement de vos vœux. Hein. Après, il va y avoir une deuxième phase sur laquelle nous reviendrons et qui permet justement, cette fois-ci, de peaufiner un peu le dossier et de compléter le dossier par un certain nombre d'informations sur lesquelles, à la fois Mme Demachy, moi-même, ou Mme Godard, Didier, M. Moungla, on reviendra un peu certainement sur le fil de la discussion, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions à ce sujet-là. Une dernière info aussi, puis après… on passe, comme je le disais, à 30 au niveau de la phase des questions-réponses. Il me disait aussi hier, faites quand même passer l'info, que les élèves, quand ils rentrent sur leur dossier Parcoursup, ils peuvent aussi rentrer les coordonnées de leurs parents. Alors ça, c'est très important. Alors certains ne le font pas, certains le font, certains ne le savent pas. Alors, pourquoi c'est important qu'ils rentrent les coordonnées de leurs parents? Attention, ce n'est pas pour fliquer les gamins, ce n'est pas du tout ça, bien au contraire. Mais c'est justement pour un peu faire aussi le suivi avec leurs enfants, parce que sur l'ensemble des phases qui vont arriver, à la fois celle du jeudi, mais vous verrez aussi celle du mois d'avril, vous verrez encore celle du mois de mai, et ainsi de suite. Parfois, l'élève de terminale, il est peut-être pris un peu par un certain nombre de choses, donc il oublie un peu, il passe à côté d'une certaine date, il oublie un peu juste de cliquer, de valider quelque chose, et je suppose que les parents sont là justement pour éventuellement donner cette aide-là. Donc l'idée n'est pas de faire les choix à la place des élèves, pas du tout, c'est l'idée vraiment d'un accompagnement. Donc ça, il a insisté beaucoup là-dessus. Il m'a dit ça, malheureusement, beaucoup de monde ne le sait pas. Donc ça, voilà, moi, vraiment, tout au long de ce fil, on va le répéter de façon à ce que les parents puissent aussi avoir cette information. Alors, bien évidemment, il est 30, on va peut-être lancer maintenant la partie questions-réponses et bien évidemment, au fur et à mesure des questions, de ce qui se dit au niveau des questions et autres, on va pouvoir aussi vous donner quelques informations qui peuvent aussi vous aider dans on va dire ça comme ça, dans cette dernière étape. Donc allons-y, André, si… Hein? Ah, ok. Donc maintenant les questions sont là. Est-ce qu'il y a éventuellement… Alors, dans les questions, on a…
On a la première, il me semble. Hein. Donc, c'est Pierre. Si Pierre souhaite prendre la parole, il peut. Alors, il me dit, est-ce qu'on peut préciser le fonctionnement de la phase des réponses acceptation-refus, c'est-à-dire celle qui est entre le 27 mai et le 16 juillet. Donc, Madame Demachy, si vous voulez, ou Madame Godard. Oui, j'ai mis une réponse dans le chat. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Donc, le fonctionnement, c'est que, du coup, je réponds à une autre question qu'il y avait en même temps. Les étapes, c'est bien. En tant qu'élève, il faut formuler ses vœux, il faut formuler sa liste de vœux jusqu'au 11 mars. Entre le 11 mars et le 8 avril, hein, si je ne me trompe pas, on complète ces dossiers, mais on ne peut plus faire de nouveaux vœux. Donc, il faut bien avoir choisi les vœux, là, pour le 11 mars, c'est-à-dire rapidement. C'est pour ça qu'il faut effectivement avoir commencé ce week-end, au plus tard. Donc, ensuite, on constitue ces dossiers. Il y a un certain nombre de choses qui se passent sur la plateforme. Les établissements d'enseignement supérieur ont accès aux candidatures à partir du 14 avril et vont effectuer leur classement. Et donc, les réponses apparaissent pour les élèves et donc les parents qui auront aussi inscrit leurs coordonnées pour avoir ces informations-là en même temps. Les réponses apparaissent à partir du 27 mai. Donc là, vous avez, en fonction du classement par rapport au nombre de candidats appelés, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au 27 mai, ce qui se passe, je prends une filière, je prends par exemple le portail biologie, chimie, sciences de la Terre à la faculté des sciences. Il a, par exemple, à peu près 3800 candidatures. Dans cette filière, il n'y a évidemment pas 3800 places, en fait. Chaque filière a un nombre de places. Et donc, il va y avoir un appel de candidats. Parmi ces 3800 candidats, l'Université Paris-Saclay va avoir classé les candidats, mais en leur affectant la réponse qui est soit oui si. Donc, tout le monde a oui ou oui si parmi les 3800, mais les 3800 sont classés. Au 27 mai, la filière va décider d'appeler 500 candidats parce qu'elle a 350 places, admettons, et donc elle en appelle un peu plus d'emblée. Donc, il y a 500, les 500 premiers vont recevoir la réponse oui. Et donc là, ils vont avoir la réponse oui pour cette formation et puis d'autres réponses oui par ailleurs. Ils vont avoir 4 jours pour décider le oui qu'ils conservent. Vous ne pouvez en conserver qu'un. Et c'est comme ça que le système va avancer. Donc, vous avez 4 jours pour garder un seul oui et pour confirmer les vœux en attente, puisque les réponses que vous allez avoir, ça va être oui, oui si ou en attente sur les filières non sélectives, et oui en attente ou non sur les filières, sur les filières sélectives, qui peuvent répondre non et qui répondent jamais oui si. Donc, elles répondent oui, non ou en attente, c'est-à-dire c'est oui, mais vous n'êtes pas dans les premiers appelés. D'accord? Donc, la mécanique, c'est ça. Vous allez avoir, c'est un ensemble de réponses. Vous allez devoir, dans les 4 jours, confirmer vos vœux en attente et choisir parmi les oui ou oui si une seule réponse. Et puis, le système va évoluer comme ça au fur et à mesure. Et donc, chacun individuellement, en fonction de ses vœux et de l'avancée des classements correspondants, va recevoir, peut-être chaque jour, peut-être tous les 2 jours, peut-être au bout d'une semaine, une nouvelle sollicitation, c'est-à-dire un nouveau oui qui arrive ou un nouveau oui si, et à chaque fois, vous devez en garder un. Et là, la première fois, vous avez 4 jours, et ensuite, vous avez 2 jours pour donner la réponse. C'est pour ça qu'il y a ce travail dont parlait M. Misnard, qui est important de continuer au-delà de vos vœux, de continuer à réfléchir à vos priorités dans les vœux, puisque les réponses de classement, de vos priorités, elles sont décalées dans le temps par rapport à l'expression des vœux, et ça, c'est effectivement très bien, et c'est aussi compte tenu des réponses que vous allez avoir, mais vous n'allez pas avoir le temps d'y réfléchir pendant des semaines. Donc, voilà, c'est bien de prévoir ça. Donc, ça, c'est ce qui va se passer pendant toute la phase principale, donc jusqu'au 14 juin. À partir du 14 juin, il y a une deuxième phase, il y a ce qui s'appelle une phase complémentaire qui s'ouvre, qui peut vous permettre, si vous n'avez pas eu de réponse, qui peut vous permettre de refaire des vœux dans des formations qui, en quelque part, ont épuisé déjà leurs candidats sans avoir rempli leur capacité d'accueil. Et donc, il y a potentiellement de nouveaux vœux qui peuvent apparaître. Voilà, dans le cas où on aurait complètement oublié quelque chose dans la première phase. Mais
C'est les étapes. Merci beaucoup. Et ce qu'on peut préciser, c'est que quand vous avez validé un oui, bien sûr, vous avez des vœux qui restent en attente. Donc, ces vœux en attente, ils sont conservés. Il faut dire que vous voulez les conserver. Les confirmer. Il faut vraiment les conserver parce que Parcoursup a évolué et maintenant, il faut dire les vœux que vous voulez conserver en attente. Et donc, de toute façon, vous êtes alerté à chaque fois si un de vos vœux qui était en attente passe en oui. Là, c'est là où vous aurez à nouveau le nouveau choix à faire entre le oui que vous avez conservé et le nouveau oui qui apparaîtrait. Mais en tous les cas, voilà, vous ne perdez pas quand vous validez un oui, tant que vous n'avez pas dit que c'était définitif, vous maintenez l'information et votre oui et vous attendez après si d'autres vœux en attente se transforment en oui. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que les réponses sont assez complètes. Si bien évidemment, alors je m'adresse à Pierre, qui posait la question, vous nous dites sur le fil de la conversation si éventuellement vous avez besoin de plus d'informations. Alors je passe à une autre question. On essaie un peu de faire ça comme ça dans le fil de l'arrivée des questions. Alors ça concerne plus l'UPEC, donc l'Université Paris-Est Créteil, qui se situe donc à Créteil, mais qui est quand même éclaté sur plusieurs sites. Et la question de Paul P, il me semble, existe-t-il une licence passe? Alors attention, parce que ça me donne juste l'occasion de parler un peu sur les réformes qu'il y a eu, récentes d'ailleurs, qu'il y a eu sur les études, entre guillemets, de santé, puisque peut-être Mme Lemachi, je la vois un peu hocher de la tête, peut-être qu'elle pourra aussi relayer l'information. Sachez-le, mais je pense que vous le savez déjà, les réformes récentes, elles ont intégré ce que vous appelez, ce qu'appelle Paul le PAS, c'est-à-dire le parcours d'accès spécifique santé. Et vous avez aussi, à côté de ça, aujourd'hui, le LAS, qui est donc la licence avec option accès santé. D'accord? Donc, c'est quand même on va dire deux filières alors, qui se complètent très rapidement pour peut-être fixer un peu les choses. Pour le PAS, alors je réponds à Paul, oui, elle existe à l'Université Paris-Est Créteil, mais juste un peu, j'en profite pour expliquer de quoi il s'agit. Pour le PAS, il s'agit de la voie principale. Il y a 60% des places pour intégrer les études médicales. La nouveauté par rapport à l'ancienne PAS 16 qui existait à l'époque, et que les étudiants doivent choisir une mineure liée à une autre filière. Alors, ça peut être sciences, droit, maths. Et les étudiants, attention, ne pourront pas redoubler. Donc là, c'est pour intégrer la deuxième année et sélective. D'accord? Le classement se fait à partir des notes obtenues, bien évidemment, lors des partiels. Et ensuite, à l'issue du premier groupe, ceux qui ont obtenu des notes supérieures à un seuil défini par le jury pourront directement passer en deuxième année des études de santé. Je précise aussi que bien évidemment, parmi les autres, ceux qui n'ont pas réussi, alors on ne parle pas de numerus clausus dans cette affaire, on parle d'une barre. D'accord, en termes de jury, que fixe le jury, ceux qui sont un peu au-dessous de la barre, mais bien évidemment, ce qu'on appelle les meilleurs d'entre eux qui vont se présenter aux épreuves d'admissibilité, mais avoir ce qu'on appelle 2 euros de 20 minutes. Si l'étudiant ne valide pas d'année, il doit se réorienter via Parcoursup. Par contre, s'il valide son année, mais n'est pas reçu une étude de santé, il peut poursuivre en licence accès santé. Ça, c'est ceux qui sont inscrits dans ce que nous questionne Paul là-dessus. À côté de ça, vous avez maintenant, très récemment, dans certaines universités, et je suppose qu'à l'Université Paris-Saclay, mais ça, Mme Lemachi, Mme Godard pourra répondre à ce niveau-là, mais à l'UPEC, il y en a une aussi, ce qu'on appelle l'accès donc avec option accès santé, c'est 40% des places. Et là, elle est constituée d'une majeure au choix, droit, éco, psycho, et du mineur santé. Alors, si le primo entrant, c'est-à-dire l'élève, passe le cap de la sélection, il peut candidater dans la filière de santé qui l'intéresse. S'il valide sa première année sans faire partie des admis dans sa formation, il peut poursuivre en deuxième année de licence de sa majeure et candidater à nouveau aux études de santé après au moins une année supplémentaire. Voilà. Donc, s'il ne valide pas sa première année de licence, il ne peut pas candidater en santé. Par contre, il peut redoubler cette première année ou bien se réorienter sur Parcoursup. Voilà, si peut-être Mme Lemachi ou Mme Godard, si elles souhaitent compléter l'information, peut-être donner un peu sur cette histoire de PAS et de LAS, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent aussi cette question-là. Oui, alors je vais laisser Lorraine Godard intervenir. Elle est la spécialiste PAS-LAS. Eh bien, c'est parfait.
On a de la chance alors. Oui. Oui. Donc, déjà, sur les pourcentages, c'est variable, hein. Normalement, c'est à plus long terme, c'est 50%, 50%. Et après, ça va être dépendant des universités, ce qu'elles ont demandé comme dérogation à ces 50%, sachant qu'on a droit de déroger à ces 50% pendant 2 ans et de faire ça progressivement. Donc, la plupart des universités sont quand même plutôt à des pourcentages de 30-70%. L'année prochaine, on sera plutôt… Enfin, après, il y en a qui sont peut-être déjà aussi passés à 40-60%. Enfin, cette année, on est plutôt entre 30 et 70%. Certains ont peut-être déjà fait 50%. Après l'année prochaine, nous, par exemple, ça sera 40 et 60%. Et dans 2 ans, là, on passera à 50-50. Voilà, donc on est plutôt cette année à 30% d'intégration en LAS et 70% en PASS. Sachant qu'en plus, comme c'est la première année, cette année, on a principalement des premières années des LAS 1 en première année de licence. Et puis, certaines universités ont déjà ouvert les LAS 2 pour celles qui avaient déjà mis en place le fait qu'on ne pouvait pas redoubler en PACES. Enfin, là, tout ça pour dire que voilà, c'est un nombre de places. Donc, pour ceux qui vont rentrer, oui, vous avez raison, l'année prochaine, je parlais pour cette année, on sera donc à 40-60%. Pour les candidats qui postulent là sur Parcoursup, eux, quand ils vont intégrer les études de santé, on est plutôt oui, sur des pourcentages 40% de LAS et 60% de PASS. Voilà. Après, oui, c'est ce que vous avez expliqué. Hein, là où la réforme fait que il faut que le candidat, je dirais, réfléchisse, entre guillemets, un peu plus quand il veut faire des études de santé, c'est le fait justement qu'on ne puisse plus redoubler en PASS, puisqu'avant, c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup d'admissions suite à un redoublement des études de PACES, et donc c'était un peu une logique de c'est pas grave si j'ai pas la première année, je l'aurai la deuxième. Sauf que là, on est quand même dans une situation où quelqu'un qui va rentrer par le PASS et qui ne pourra pas redoubler, et donc et qui ne sera pas admis en études de santé. Donc, de toute façon, les deux possibilités, ce seront soit s'il n'a pas eu son année PASS, c'est-à-dire valider l'année, avoir en moyenne 10 de moyenne à peu près, soit il retourne en L1, soit il va en L2 s'il a obtenu son année l'équivalent de l'année de la licence. Mais dans les deux cas, il arrive dans un système qui est, je dirais, quand même assez différent du système PASS, où là, vous devez valider et votre année de licence et, comme vous l'expliquiez, certaines mineurs santé qui sont des mineurs qui sont là pour donner aux étudiants qui sont en LAS les prérequis qu'il faut pour ensuite être à l'aise et être avec des prérequis qui ne sont peut-être pas les mêmes, mais qui sont quand même assez proches des prérequis qu'auront les étudiants qui sont passés par le PASS. Donc voilà, donc après, il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'il vaut mieux faire une PASS, une LAS, quelles sont les spécialités attendues. Là, est-ce qu'il vaut mieux faire une PASS ou une LAS? Ça, c'est très dépendant du lycéen, du candidat, sachant que ce sont quand même différents types d'enseignements. Que voilà, vous êtes en PASS, vous êtes en mode vraiment études de santé avec quelque chose où il faut quand même travailler presque quand même assez, enfin avoir quand même travaillé, avoir une forte motivation, travailler beaucoup, avoir beaucoup d'autonomie, voilà, et être évalué sous forme de QCM ou QCM un peu amélioré. Mais voilà, c'est un enseignement qui est assez spécifique aux filières de santé, à l'ancienne PACES et qu'on retrouve dans le PASS. Hein, ça, par contre, ça n'a pas changé. Et c'est vrai qu'en licence, vous devez faire votre licence et en même temps préparer. Alors, en général, ça ne se fait pas qu'en un an. Hein, ça dépend dans quelle filière vous avez intégré et ce qu'a mis en place l'université que vous allez intégrer. Mais voilà, il y a un travail supplémentaire aussi à fournir. Dans les deux cas, il faut être capable de fournir avoir une forte capacité de travail. Après, c'est vrai que le travail à fournir dans les deux cas n'est pas toujours le même et la pression ressentie n'est pas toujours la même non plus. Merci beaucoup. J'ai vu que Madame Demachy voulait peut-être ajouter un petit mot. Non, ça va? Oui, non, ça va. Et… Enfin, j'étais justement tout à fait ce que vient de dire Lorraine Godard sur la question de l'état d'esprit en fait de ces
de ces filières, enfin, ou les caractéristiques de profil par rapport au PASS et au LAS. Moi, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est une réforme donc, de l'accès aux études de santé qui donne une mécanique qui est plus compliquée qu'avant. Donc, effectivement, c'est important de bien la faire comprendre. Ce qu'il faut aussi faire comprendre, c'est que ce qu'elle traduit et ce qu'elle a comme volonté au fond, c'est de sortir de l'écueil qu'il y avait dans la PACES avec redoublement, qui était de pouvoir se retrouver après 2 ans de formation sans aucune reconnaissance quelque part pratiquement de ce qu'on avait fait pendant 2 ans. Là, ce qui est fondamentalement différent via PASS et LAS, c'est que c'est pensé en même temps qu'on candidate à l'entrée dans les études de santé, c'est pensé pour accumuler des compétences que l'on reconnaît et qui donc permettent de progresser, même si on n'atteint pas tout de suite au bout d'un an les études de santé. On a le principe de base, c'est on va progresser dans sa formation post-bac et on a 2 chances d'accès aux études de santé. On a potentiellement 2 chances d'accès aux études de santé, soit directement au bout d'un an, on passe, puis en fonction de, on a validé ou pas l'année, on a accès une 2e fois tout de suite l'année d'après, ou bien on repasse par Parcoursup et c'est au bout de 2 ans qu'on aura cette possibilité, soit on rentre par une licence accès santé et en fonction de l'organisation, on va candidater au bout d'1 an ou au bout de 2 ans et on aura là aussi 2 possibilités d'accéder aux études de santé. Mais toujours, on accumule des compétences, on progresse, on se forme et c'est ça qui est fondamentalement différent d'avant et qui est une reconnaissance des efforts que font les étudiants pour se préparer aux études de santé. L'intérêt aussi, c'est de diversifier le public, les profils d'étudiants qui peuvent devenir médecins, sages-femmes, dentistes, pharmaciens ou kinés. Et en particulier dans l'approche LAS, c'est pas, si on rentre dans une LAS, c'est parce qu'on est aussi intéressé par la discipline. Donc le choix des LAS, c'est parce que il faut que vous ayez de l'attrait pour la formation de licence qui va intégrer cette possibilité de candidater dans les études de santé, parce que l'idée, c'est que quelque part, vous allez vous former relativement solidement en 1 an ou 2 ans, au moins dans cette discipline. Donc, il faut un attrait pour ça, bien sûr, pour réussir. Et en même temps, ça montre aussi qu'on arrête un petit peu le côté course à rentrer dans les études de santé. On peut prendre un petit peu de temps avant de rentrer dans les études de santé, c'est-à-dire on peut se projeter dans je vais faire 2 ans de droit tout en me préparant aux études de santé et je vais candidater au bout de 2 ans et j'aurai du coup une valence au-delà de mon intérêt pour les attraits santé, je suis aussi intéressée par le droit, et bien voilà, ça me permet de découvrir ce que c'est et ça viendra élargir mon spectre et la façon dont je deviendrai médecin ou pharmacien, voilà, ou sage-femme ou dentiste. Et c'est ce qui est intéressant dans cette réforme, donc c'est ce qui peut être réfléchi dans l'orientation et les choix des LAS aussi. Merci beaucoup, Madame Maché. Peut-être juste un élément que je rajouterai un peu à titre complémentaire. Ce qui a été dit, au fait, c'est aussi pour dire, attention, quand on veut s'inscrire, pour ceux qui souhaiteraient éventuellement aller dans des filières de santé, il y a, je pense que vous l'avez compris, un projet de vie, un projet professionnel derrière qui doit être un peu mûri. D'accord ? Et c'est là-dessus, au fait, que le choix se fait entre éventuellement PASS ou LAS. Donc, il y a quand même derrière, vous connaissez certainement très bien donc, l'effort que vous pouvez fournir, dans l'assiduité qui est la vôtre, dans tout simplement la charge de travail que vous pouvez supporter. Donc voilà, il faut vraiment absolument, avant de vous lancer là-dedans, dans le choix ou de la PASS ou de la LAS, il faut vraiment que vous puissiez aussi avoir un peu ce travail-là sur soi, d'accord ? Et n'hésitez pas, aujourd'hui, il y a plein de forums qui vous expliquent un peu la différence entre les deux et qui vous permettent justement de mûrir un peu votre choix à la fois sur ou la PASS ou la LAS. Donc ça, on vous le recommande vraiment. Alors, je vais peut-être passer à une autre question. Je pense qu'il y en a pas mal qui défilent. C'est tant mieux d'ailleurs, hein, ça veut dire qu'il y a encore des questions et que les gens se posent encore des questions. Alors, peut-être que Martel, alors voilà, dans l'ordre,
il nous pose la question suivante, c'est comment faire un vœu multiple pour une formation et puis derrière les sous-vœux dans les différents établissements. Il prend l'exemple, par exemple, de la leçon de droit. Alors, très rapidement, Martel, puis je donnerai certainement la parole à Mme Machi et Mme Godard pour compléter un peu si elles le souhaitent. Cette notion de vœu principal et de sous-vœu. Bon, là-dessus, comme vous le savez, vous avez jusqu'au 11 mars, 23h59, donc je le répète encore une fois, pour rentrer ces fameux vœux. Au-delà, c'est terminé. Sauf que, comment je peux formuler, on va dire, combien de vœux, et puis c'est quoi un vœu multiple, et qu'est-ce qu'il représente? Sachez simplement que vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux, ça vous le savez, et ça par contre, beaucoup ne le savent pas, 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Donc ça, c'est important. Pour ceux qui éventuellement souhaiteraient aussi prendre des formations en apprentissage, on expliquera s'il le faut ce que c'est que la notion d'apprentissage. Hein. Je pense que dans vos lycées, on a dû vous le dire, on l'explique aussi très très bien. Vous avez encore 10 vœux possibles, d'accord? Il n'y a donc, et en plus, il n'y a aucun ordre de préférence à renseigner et vous recevrez une réponse pour chacun de vos vœux. Ensuite, après, pour la plupart des formations, vous formulez ce qui est appelé des vœux multiples. En fait, ils vous permettent d'élargir vos choix. Vous pouvez ainsi demander une même formation dans plusieurs établissements différents et cela ne compte que pour un seul vœu sur les 10. Donc, les établissements sélectionnés, justement, correspondent à cette notion de sous-vœu. Je prends un exemple. Hein, par exemple, les BTS sont regroupés par spécialité à l'échelle nationale. Donc, si vous demandez un BTS, j'en sais rien, un métier de la chimie, dans 7 établissements différents, ben vous avez ces candidatures-là, elles comptent pour un vœu et 7 sous-vœux. Attention, et vous devez recevoir une réponse pour chaque établissement demandé. Alors, la notion de sous-vœu, vous ne pouvez pas faire autant que vous voulez, vous avez compris ça aussi, parce qu'un vœu multiple, donc il est composé de sous-vœux qui correspondent à des établissements. Il compte aussi pour un vœu parmi les 10 autorisés. Et pour le décompte de sous-vœux, vous avez 2 types de formations. Soit les formations pour lesquelles vous êtes limité à 10 sous-vœux, d'accord? Donc, je parle d'établissement là, par vœu multiple, ou alors à 20 sous-vœux au total. Alors que quand vous cumulez l'ensemble, vous ne pouvez pas aller au-delà de 20 sous-vœux. Ou alors, vous avez aussi des formations pour lesquelles vous n'êtes pas limité au nombre de sous-vœux. Vous pouvez donc demander autant d'établissements que vous souhaitez, et ce n'est pas pris en compte dans la limite des 20 sous-vœux. Cela concerne, par exemple, typiquement les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce ou de management. Attention, ce n'est pas parce que le nombre de sous-vœux est limité que vous devez tous les choisir. Ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment choisir uniquement ceux qui vous intéressent vraiment. Donc ça, c'est important à l'avoir en tête. Il y a aussi cette notion, vous savez, de ce qu'ils appellent les domaines sectoriels. Par exemple, si vous prenez, alors vous avez la chance parce que vous êtes en Île-de-France, vous savez, les 3 académies, c'est le même secteur. D'accord? À la fois, que ce soit effectivement, et ça, c'est encore une fois une précision qui m'a été apportée hier, il a vraiment insisté beaucoup là-dessus pour que je vous passe l'information, M. Dorgérantea. Les 3 académies sont dans le même secteur, d'accord? Et donc, du coup, en fait, il y a des formations sur l'ensemble de ces établissements qui sont considérés dans le même secteur. Ben, ça vous fait un vœu et vous pouvez aller autant de sous-vœux que vous voulez à l'intérieur, justement, de ce secteur. D'accord? Voilà, Paris, Créteil, Versailles. Les 3 académies. Alors, je ne sais pas si j'ai été complet. Madame de Machy, Madame Godard, allons-y. Si vous avez envie de rajouter quelque chose. Non, ça me paraît parfait. Parfait. Merci beaucoup, Didier. C'est bon. Merci. Alors, on passe. Alors, bien évidemment, on vous donnera aussi, et M. Pereira, il a projeté derrière le Zoom, regardez un peu derrière, il y a une info que vous avez aussi. Bien évidemment, cette info, on va vous la mettre à disposition sur les sites de la mairie et sur les réseaux de la mairie. Il y a un certain nombre de liens et tout ce qu'on vous dit là, vous pouvez aussi le retrouver dans ces liens. Donc là, on essaie un peu juste de vous donner quelques repères, d'accord? On n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions et à prendre toutes les questions, parce que ça, c'est pas le cas. Mais au moins, on vous donne un peu quelques repères qui vous permettront après derrière. Vous avez encore 2-3 jours, s'il vous plaît, n'attendez pas plus. 2-3 jours qui vous permettent d'aller plus loin et avec les liens qu'on vous donne. Et en plus, je vous assure, au-delà de tous ces liens-là, vous avez le site de Parcoursup qui est extrêmement bien fait. À la fois, vous avez une rubrique sur les chats et à la fois, vous avez même une rubrique sur les conseils qu'ils vous donnent. Et là-dessus,
c'est vraiment très simple à comprendre, très simple à utiliser. Et je rappelle encore un message très fort de M. Jurand-Théard, donc qui est le chef de projet, enfin qui est Monsieur Parcoursup. Il me l'a dit, il me l'a répété, Parcoursup ne sélectionne pas. Donc il faut bien que vous ayez ça en tête. Parcoursup ne sélectionne pas. C'est vraiment les établissements dans lesquels vous avez posé vos candidatures et les équipes pédagogiques qui sont derrière qui sélectionnent, qui ont des critères. Et s'il le faut, on reviendra après sur les critères, puisqu'il y a peut-être des questions qui sont posées là-dessus. Voilà. Alors, maintenant, voilà. Donc, alors, je ne sais pas, élève qui dit, est-ce que le classement, je les prends un peu dans l'ordre d'arrivée, hein, est-ce que le classement des vœux est-il d'ores et déjà disponible sur la plateforme actuelle de Parcoursup? Madame Godard, allons-y, je vous vois hocher la tête. Non, mais Isabelle Demachy avait répondu, hein, le classement, il sera disponible. Alors, j'ai oublié la date. 27 mai. 27 mai. Les candidats ne verront rien avant le 27 mai, sachant que les responsables de formation, eux, ont la liste et peuvent commencer à faire leur classement que début mai. Donc, voilà, tout le mois de mai, les responsables de formation font leur classement et le 27 mai, les candidats ont accès à leur premier leur premier oui ou en attente, un premier résultat. Merci beaucoup, Madame Godard. Alors, peut-être aussi une information qu'on a aussi sur la chat, alors, et encore, vraiment, je la trouve très pertinente. Bien évidemment, les élèves de terminale, vous avez au sein de vos lycées des professeurs qui sont responsables de vos suivis. Vous avez bien évidemment les chefs d'établissement et autres, toute l'administration, surtout d'ailleurs sur la dernière semaine où ils vous apportent une aide supplémentaire. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il est important que vos enseignants aient connaissance de vos vœux. Vous savez pourquoi? Pour la simple et unique raison, et ça peut-être on en parlera après, c'est une question là-dessus, mais peut-être que Didier pourra aussi en parler, pour la simple et unique raison que les chefs d'établissement renvoient, et c'est d'ailleurs, on est en plein dedans, ils renvoient ce qu'on appelle la fiche à venir. Vous devez certainement la connaître, cette fiche à venir, c'est dans laquelle il y a l'appréciation, entre autres, du chef d'établissement. Je peux vous assurer, je parle un peu aux élèves, et d'ailleurs, moi qui suis dans les jurys de recrutement, je peux vous assurer que cette fiche, elle compte beaucoup. C'est elle qui nous démontre effectivement, entre autres, bon, ce n'est pas le seul critère, il y en a d'autres bien évidemment, parce que chaque jury a ses propres critères, mais cette fiche, elle compte beaucoup et vous avez intérêt à faire le lien avec vos professeurs responsables pour ne serait-ce que leur montrer et leur communiquer les vœux qui sont les vôtres, de manière à ce que la fiche qui sera remontée par le chef d'établissement soit un peu affinée en fonction justement de ces vœux-là. Peut-être Didier nous dire quelque chose, pas plus. Non, c'est très important, hein, et c'est un travail qui est difficile, il faut imaginer, hein, le chef d'établissement doit donner une appréciation sur l'ensemble des élèves de terminale de son lycée. Les lycées peuvent être de taille conséquente, et donc anticipez bien, hein, faites en sorte de vérifier auprès de votre professeur principal que ce passage d'information s'est fait correctement pour aboutir dans le bureau du chef d'établissement de manière à ce qu'il puisse remplir efficacement cette fiche qui conditionne les réponses de l'enseignement supérieur. Alors, je me permets de lire aussi que Madame, un commentaire de Madame Roberti que je salue, qui est donc la directrice adjointe du lycée Blaise Pascal, avec qui effectivement nous souhaiterions au fur et à mesure aussi monter des opérations comme celle-ci à l'avenir. Et elle dit clairement elle a complètement raison de le dire, qu'il est très important que chaque élève rentre ses vœux pour les conseils de classe. Il me semble que d'ailleurs au lycée Blaise Pascal, mais il y en a peut-être d'autres, c'est cette semaine-là, il y en a qui vont avoir lieu cette semaine. Donc il est important que ces vœux-là, on puisse les rentrer pour les conseils de classe afin que l'équipe administrative derrière et l'équipe pédagogique puissent affiner cette fameuse appréciation de la fiche à venir. Voilà. Alors, toujours un peu alors, une question de Kamel qui nous dit faire une prépa en 3 ans, spécial bac pro, serait-il une bonne idée pour faire de longues études? Madame Godard. Si vous avez peut-être une idée. En général, l'idée est vraiment de faire de longues études. Je dirais le chemin le plus adapté,
justement, n'est pas une filière professionnalisante qui, normalement, comme son nom l'indique, est fait pour plutôt une embauche, ou en tous les cas, une fin de poursuite d'études momentanée, hein, puisqu'il y a toujours possibilité, avec la formation tout au long de la vie, de reprendre ses études à tout moment. Mais si vraiment l'idée du candidat, c'est de faire de longues études, autant privilégier une formation qui n'est pas professionnalisante. Voilà. Après, je ne sais pas à quelle formation, je n'ai pas vu le prénom, la personne qui pose la question fait référence, puisqu'après, voilà, c'est aussi très dépendant de la formation choisie, dans quelle discipline, dans quelle filière. C'est un peu dur de donner comme ça une réponse qui est valable pour toutes les filières et pour tout candidat. Je pense, oui, je peux compléter. Hein. Les élèves qui sont passés par une formation qui débouche sur un bac pro, on en voit certains qui postulent pour de l'enseignement supérieur à l'université. Le taux de réussite de ces étudiants est extrêmement faible. Hein. Donc, effectivement, le conseil, c'est plutôt de miser sur le futur et, à travers la validation des acquis d'expérience, de rentrer a posteriori dans les formations, une fois qu'ils ont eu le temps de valoriser des compétences dans le milieu professionnel qu'ils auront choisi. Ok, merci. Oui. Juste l'a dit là, alors moi je ne connais pas très bien, effectivement, là, Kamel qui pose la question indique une prépa TSI en 3 ans pour seulement les bacs pro. Et ça, oui, ça peut être effectivement intéressant. C'est-à-dire que moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. La structure et les compétences qu'on acquiert dans le cadre d'un bac professionnel ne sont pas pour l'essentiel, les compétences qui vont être les compétences de base sur lesquelles on construit des formations plus généralistes au niveau de l'université. Donc, si on souhaite effectivement des études longues, de construire le chemin par une prépa TSI, si c'est bien son objectif, entre ce qu'on a acquis en tant que bac professionnel, parce qu'on a eu des compétences, hein, c'est un problème plus d'alignement, entre les compétences qu'on a eues professionnelles et ce qui peut être attendu pour une formation qui peut être par apprentissage, donc au niveau ou ingénieur au niveau ou universitaire au niveau études longues, et ben oui, ça peut être tout à fait utile de faire le chemin par une formation intermédiaire qui vous redonne quelque part, qui va faire qui va construire ce qui peut manquer pour pouvoir réussir dans le temps classique dans une formation universitaire. Après, sinon, il y a effectivement la formation tout au long de la vie qui est une autre façon de continuer à se former au fur et à mesure de sa carrière après une formation qui a été professionnelle et qui est faite pour une insertion en principe. Merci beaucoup. Alors, je continue un peu dans le fil de la discussion et entre-temps, dans la question qui a été posée sur le PASS et le LAS, on a un peu discuté des différences qu'il y a entre les deux. Et entre-temps, j'ai aussi alerté un collègue à moi qui travaille lui sur la filière, qui est plutôt spécialisé filière santé à l'UPEC. Alors, malheureusement, j'avais peut-être dit qu'il y avait une passe. Non, alors je confirme. Il n'y a qu'une LAS, en fait. Il n'y a pas de passe. Et je viens d'avoir la confirmation sur mon téléphone. Donc, il y a effectivement une LAS, accès santé à l'UPEC. Je pense qu'à l'Université Paris-Saclay, il y a les deux, c'est ça? Il y a les deux, voilà. Donc, à l'Université Paris-Saclay, il y a les deux. Donc, merci à Paul d'avoir effectivement soulevé la question. Voilà. Donc, du coup, je continue. Alors, ah oui, il y a aussi Martel, par rapport à la question des sous-vœux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Que techniquement, il n'arrive pas à faire un vœu multiple. Actuellement, il a 7 vœux pour des licences de droit et 0 sous-vœux. Mais parce que toutes les licences de droit, pour moi, ne sont pas aussi en sous-vœux. Hein. Oui. Là, je pense qu'elles ne sont plus en… Il y a eu dans les licences de droit, mais maintenant, elles sont rarement en sous-vœux. C'est-à-dire c'est ça. Il y a eu tout au début, quand il y a eu la mise en place des sous-vœux, les licences de droit étaient en sous-vœux, mais en tous les cas, moi, il me semble qu'à Paris, maintenant Paris-Saclay, ça fait au moins 2 ans que notre licence de droit, déjà, elle n'est plus en sous-vœux. Donc, je crois que de plus en plus de licences de droit ne sont plus en sous-vœux. Ça s'est fait 1 ou 2 ans et après, ça s'est arrêté. Hein. Ça fait beaucoup les IUT. La réponse qu'on peut apporter, Mme Godard, si vous me permettez, la réponse qu'on peut apporter à Martel, mais au-delà de Martel,
sur des questions de cette nature, sur les vœux et les sous-vœux, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas toutes les filières qui ont des sous-vœux derrière. Hein. Peut-être, si j'ai été compris de cette manière-là, je suis vraiment désolé, j'ai été très mauvais pédagogue alors. Hein. Non, ce n'est pas toutes les filières qui ont des sous-vœux. On a dit au fait que pour certaines d'entre elles, d'accord, imaginons par exemple, je prends un cas qui se pose un but, voilà, vous êtes en train de faire un but de chimie, par exemple, vous dites voilà, on souhaite faire un but de chimie, et bien là, ça vous fait un vœu, et puis sur les sous-vœux, alors je ne sais pas, sur les buts de chimie, à mon avis, il doit y avoir un à Orsay et un chez nous à Créteil, il me semble, sur l'île de France, et bien ça vous fait 2 sous-vœux, ce n'est pas 2 vœux. C'est ça. Voilà. Ça ne décompte qu'un vœu, alors que par exemple, si on candidate à la licence de droit à Paris-Saclay, ça compte un vœu. Et voilà. Si on candidate à la licence de droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin, c'est un autre vœu. Et si on candidate à la licence de droit de l'université d'Évry, ça va être un 3e vœu, parce qu'elles ne sont pas en vœu et sous-vœu. C'est par établissement à ce moment-là. Et il me semble d'ailleurs, il y a beaucoup de licences qui font ça. Hein. Enfin, c'est quasi beaucoup. La LCE, c'est la même chose aussi, il me semble. Hein. Toutes les licences sont en vœu par établissement aujourd'hui. C'est seulement donc il y a les BUT qui sont construits en vœu et sous-vœu. Ouais. Mais sinon, au niveau des licences, c'est sous forme de vœux différents par établissement. Après, il peut y avoir parfois à l'intérieur de l'établissement une structure en vœux et sous-vœux parce qu'on a découpé en parcours, mais voilà, ça peut plusieurs sites, ou quand il y a plusieurs sites de formation. Plusieurs sites d'enseignement, voilà, mais c'est entre sur des établissements différents au niveau licence, il s'agit de vœux différents. Exactement, c'est pour ça tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu sur la licence de droit, il y a 3 ans, au démarrage de Parcoursup, il y a eu une année où ils ont fait, c'est comme si, je ne sais plus quelle était l'idée derrière, mais comme c'était une filière très en tension, il y a eu ces histoires de sous-vœux sur les licences de droit, justement pour répartir, plus peut-être les candidats, mais en tous les cas, je crois que ça a tenu qu'1 an, mais maintenant en droit, il n'y a plus de sous-vœux. Écoutez, merci beaucoup. Juste, je rajoute un peu une information parce qu'à un moment donné, on y a répondu. Quelqu'un qui posait un peu la question des bacs pro, des choses comme ça, enfin des filières de cette nature, pardon. Juste pour vous dire, vous savez bien évidemment que lorsque vous préparez votre dossier sur Parcoursup, c'est important, et là aussi, c'est encore M. Théard qui nous le dit, c'est important que vous ayez aussi le temps d'aller voir pour chaque formation que vous décidez, enfin vous souhaitez intégrer, c'est important d'avoir ce qu'on appelle les attendus en termes de connaissances. D'accord ? C'est très important. Et c'est écrit. Chaque formation doit le faire. Donc ça pourrait vous permettre de savoir un peu, parce qu'une question qui est revenue très très souvent ces derniers temps, c'est est-ce que les spécialités que je fais me permettent éventuellement d'aller vers telle ou telle filière au niveau d'enseignement supérieur ? Alors, bien évidemment, on n'est plus dans une approche, vous l'avez vu, hein, et les élèves de cette année, c'est vraiment la première cuvée, on va dire, nouvelle réforme. On n'est plus dans des parcours tubulaires comme c'était le cas au niveau de S et autres. On est vraiment là dans un parcours un peu plus varié, puisque vous avez la notion de spécialité, des 3 spécialités que vous avez faites en terminale, en première, puis ensuite les 2 spécialités avec les options derrière, et les questions bien évidemment qui reviennent. Et moi, à chaque fois que j'ai fait un forum, les questions qui sont revenues derrière, c'est de dire « Ah oui, mais si j'ai fait maths », parce que, bon, bien évidemment, la notion de maths revient tout le temps. Si j'ai fait maths en première et par contre, j'ai fait maths complémentaires en terminale, ou alors je n'ai pas du tout fait de maths complémentaires, ou alors j'ai au contraire pris comme spécialité les maths, ou alors j'ai encore rajouté les maths experts. Les gamins, enfin les enfants sont parfois un peu complètement perdus dans cette affaire, mais je vous rassure, il n'y a pas que vous qui êtes perdus, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui arrive. Il y a encore une fois, M. Théard, donc M. Parcoursup, me disait, mais vous vous rendez compte, on sort de 40 années d'un schéma qui était toujours le même. 40 ans, donc forcément, il faut se donner un peu le temps pour pouvoir petit à petit prendre un peu, je dirais, la mesure un peu de ces nouvelles réformes. Et ce qui est aussi dit dans beaucoup de filières, je vous assure que là, il faut vraiment que vous puissiez, il ne faut pas se bloquer, quoi. Il faut au contraire juste se donner tous les horizons et s'ouvrir un peu tous les horizons. Beaucoup de filières cherchent des profils variés, d'accord ?
La notion de varier, alors bien évidemment, celui qui n'a jamais fait de maths, à la fois en première et encore moins en terminale, s'il souhaite vers une classe préparatoire de type MP ou PC ou quoi que ce soit, bon, là, on lui dira attention, parce que forcément, ton projet professionnel n'est pas adapté par rapport à tes souhaits, par rapport à ce que tu as fait. Mais au-delà de ça, au dehors de ça, il y a encore beaucoup de filières qui s'ouvrent à vous, d'accord, et qui vous permettent justement pourquoi pas, de bâtir un projet professionnel et un projet d'avenir. Je rajouterai, donc ça c'est important comme conseil, que dans Parcoursup, vous avez donc ces fameux, dans chaque fiche de formation, quand vous êtes dessus, vous avez ce qu'on appelle les termes, enfin les attendus en termes de connaissances. Allez-y, regardez-les, c'est important. Et très souvent, c'est là qui vous donne effectivement peut-être un peu une vision un peu par rapport à votre historique à vous, d'accord? C'est peut-être pas la peine effectivement que vous allez sur une filière, si vous met en termes attendus, on veut ça, ça et ça, et que vous ne l'avez pas fait, moi je ne vous le recommanderais pas, sincèrement, hein, parce que ça vous fait un vœu gâché pour rien, quoi. Par contre, ne vous bloquez pas au sens inverse, c'est-à-dire vous n'avez pas été voir et vous dites ah ben non, moi si je n'ai pas fait ça, donc je ne pourrais pas le faire. Faites-le. Et je finirai, puis après Didier souhaite aussi peut-être compléter un peu cette information. Et vous avez aussi, ce qui est très bien, c'est que à la fois au niveau de chaque formation, vous avez aussi des informations qui sont données au lycée, Bac 2021, qui vous permettent là aussi, quasiment dans les fiches de formation, parfois sur certaines fiches, vous avez quasiment les spécialités qui sont indiquées aussi. Hein. Donc, pas toutes, mais certaines. Didier, si tu veux rajouter un élément. Il faut rebondir sur ce que tu disais dans la tonalité de ce que j'avais dit au début. Je pense qu'il faut insister auprès des familles et des jeunes sur la fluidité du dispositif. La filiérisation telle qu'on la connaissait jusqu'à l'année dernière, elle datait de 1994, elle faisait suite à une autre filiérisation qui, elle, était beaucoup plus ancienne, hein, puisque le début de ce système d'organisation des études remonte à 1902. Mais là, on a un système dont l'objectif, je crois, est de permettre effectivement une fluidité des choix. Il est clair que les jeunes de 16 ans ont du mal à se projeter dans l'avenir et à se figer sur un métier, certains le font, mais la grande majorité a besoin de temps pour se construire un projet d'études et un projet professionnel. Donc, cette réforme qui vient de rentrer en fonction, hein, puisqu'elle arrive en terminale, elle est en jachère. Quand une réforme de cette importance arrive dans un lycée, les choses sont effectivement fluides. Ce qui fait que je crois qu'il faut que les élèves ne se brident pas trop, effectivement, dans leur choix, parce que l'appréhension qu'ont les enseignants à travers ce nouveau système et les nouveaux programmes qui vont avec, en fait, est loin d'être figée. De mon expérience, il faut plusieurs années, 3, 4, 5 ans, pour qu'il y ait une certaine homogénéité dans la façon dont les enseignants du secondaire s'approprient les programmes et les points forts des enseignements, et donc que les choses soient uniformisées au plan territorial. Hein. Donc, que les élèves se disent rien n'est figé, indépendamment des spécialités que j'aurais pu choisir, pas tout à fait complètement comme tu le disais, mais vous pouvez faire des choix variés. Et sachez aussi que dans l'enseignement supérieur, c'est la même chose. C'est-à-dire que les choses ont été beaucoup décloisonnées et on voit beaucoup d'étudiants du supérieur qui changent de filière, qui valident des compétences, hein, comme l'a dit Mme Demachi tout à l'heure, et qui ensuite modifient leur projet d'études, et ça se passe très bien. Hein. Les critères d'âge ont disparu, maintenant les études sont beaucoup plus longues qu'elles ne l'étaient avant, et les choix sont beaucoup plus ouverts. Donc encore une fois, je porte un message rassurant, hein. Faites valoir vos désirs à un moment donné, mais sachez que vous pourrez les remettre en cause sans conséquences gravissimes, dans la plupart des cas, dans le futur. Merci Didier. Madame Demachi ou Madame Godard, vous voulez peut-être réagir sur cette affaire-là, sur ces questionnements-là? Oui, moi je veux bien réagir. Je suis d'accord, enfin, je confirme ce qui vient d'être dit. Donc, effectivement, il y a une ouverture il y a une ouverture de par la réforme sur les profils, sur une certaine diversité de profils. Après, je pense qu'il faut garder du bon sens. Donc, il y a deux choses. Il y a le fait que
cette réforme, effectivement, chacun se l'approprie. Maintenant, vous êtes à un instant T dans cette transition entre la réforme sur sa première année et l'arrivée à l'université. Sachez qu'à l'université en particulier, en tout cas à l'université Paris-Saclay que je connais, on va être attentif, très attentif sur cette première année, au fait que vous arrivez avec une réforme qui, comme on l'a dit, aussi était dans sa première vague, dans son premier passage, avec en plus le Covid, et on sait que tout ça n'a pas simplifié les choses. Donc, on va être attentif à la façon dont on va pouvoir accompagner dans cette première année l'arrivée des élèves dans des filières données en fonction du profil qu'ils ont eu. On aura des élèves qui seront bien alignés de par le choix de spécialité, donc sur les prérequis qu'ils ont, d'autres qui le seront moins, et d'autres qui ne le seront pas du tout. Donc ça pourra jouer sur la réponse oui ou ici, mais en particulier sur ceux qui pouvaient être très, très à l'aise dans les spécialités qu'ils ont choisies, mais qui ne sont pas forcément directement celles dans laquelle de prérequis attendus dans la filière où ils arrivent. On trouvera les modes d'accompagnement des étudiants en début d'année. Après, voilà, plus globalement, pour moi, il y a des choses qui apparaissent dans le sens où qu'est-ce qu'on attend, les attendus de manière générale, sans rentrer dans le détail filière par filière, de qu'est-ce que c'est que les attendus au niveau de l'université de façon précise, filière par filière. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement des prérequis disciplinaires sur les disciplines qu'il va y avoir dans la filière universitaire. Mais on voit que déjà, c'est souvent sur plusieurs disciplines, parce que si on prend les STAPS, c'est pluridisciplinaire. Si on prend l'éco-gestion, ça va s'appuyer à la fois sur des compétences un petit peu de mathématiques, mais aussi d'histoire, mais de SES, voilà, de capacité d'écriture, etc. Donc, à l'université, on attend des profils, disons que les bonnes conditions d'arrivée à l'université, de réussite, je dirais, rapide et sans qu'il y ait d'accompagnement particulier, ça va être des profils assez équilibrés à la fois donc dans des disciplines de sciences humaines, de sciences, d'expression écrite, d'expression orale. Donc, il y a des côtés compétences transverses qui sont valables, quelle que soit la filière à l'université. Et ça, c'est ce qui, à mon avis, est un des enjeux de la réforme, c'est que ce soit effectivement travaillé au-delà de l'aspect, des aspects disciplinaires dans les différentes spécialités dans la réforme du lycée. Et donc, ça, c'est ce qui aidera clairement à la préparation à l'enseignement supérieur ou contribuera à améliorer la préparation à l'enseignement supérieur. Donc, après, on a des filières dont dans plein de filières, il y a effectivement des profils variés qui vont être tout à fait, qui vont pouvoir complètement tout de suite rentrer dans la filière de l'enseignement supérieur parce que, ou par exemple, si on prend le droit, simplement le droit, on ne l'enseigne pas dans le lycée, sauf au niveau de l'option droit et grands enjeux du monde contemporain, mais ce n'est pas dans tous les lycées, etc. Donc, voilà, il y a une ouverture à partir de là. Et en sociologie, en AES, en administration économique et sociale, tout ça, ça va être ouvert. Dès qu'on va aller sur des filières qui sont plus scientifiques, basées sur des prérequis, on va dire, notamment souvent de mathématiques. C'est sûr que là, il y a un côté cumulatif de la préparation aux filières scientifiques qui font que le choix de spécialité scientifique au lycée, si on veut faire une filière scientifique, je dirais que c'est du bon sens. Voilà. Après, l'adéquation des spécialités scientifiques par rapport aux filières qu'on va choisir, c'est là où nous, justement, on va travailler. Et où on va travailler parce que, oui, si on n'était pas directement, si on n'a pas choisi, on a laissé tomber SVT, mais finalement, on veut revenir vers la biologie, le système d'enseignement supérieur, en tout cas l'université, au niveau licence, c'est ça l'accompagnement qu'on va pouvoir faciliter. Ou pour quelqu'un qui n'a pas choisi que des filières sciences exactes ou sciences de la nature dans ces deux spécialités de terminale, mais qui revient et qui vient vers ce type de filière au niveau de la licence. Donc voilà, c'est là où on va travailler. Si on est parti sur quelque chose qui n'était pas du tout
sciences, il faut savoir qu'à l'Université Paris-Saclay, on a ce qu'on appelle la préparation au cursus scientifique d'Orsay, qui est une formation de mise à niveau sur justement les sciences, mathématiques, physique, chimie, biologie. Si on est sûr que c'est vers ça qu'on veut revenir en termes de projet, de construction d'un projet professionnel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rejoins complètement ce que vient de dire Madame Demachy, parce que le même processus aussi existe dans d'autres universités, y compris la mienne, à l'Université Paris-Secrétaire. Et je vous dis clairement, il y a aussi un accompagnement qui est fait au sein de la première année sur un certain nombre peut-être de modules ou de connaissances ou de compétences. Il y a cet accompagnement qui vous est aussi offert et qui vous permet justement de monter petit à petit si éventuellement, au niveau lycée, peut-être qu'il y avait certaines choses que vous n'aviez peut-être pas vues et que vous souhaiteriez plutôt vous projeter dans des métiers un peu différents et qui nécessiteraient ces fameuses compétences supplémentaires. Donc, il y a aussi cet accompagnement et l'effort que font les universités là-dedans, enfin à la fois les universités, mais je pense tous les établissements du supérieur, l'effort, il y a vraiment un vrai effort là-dessus. Il est vrai aussi que, comme le disait Didier, je rejoins complètement dans son analyse, il faut le temps aussi que cette réforme prenne. Il faut le temps aussi qu'à la fois les gens de l'enseignement supérieur, et quand je dis enseignement supérieur, je parle de la grande famille vous savez qu'il y a une diversité un peu dans toutes ces filières. C'est important aussi que toute cette grande famille-là, tous ces acteurs-là puissent petit à petit, on va dire, prendre un peu le temps de s'adapter aussi, parce que c'est aussi une question d'adaptation, s'adapter aussi à la nouvelle mouture qu'on a par rapport maintenant à ce bac. Alors, bien évidemment, et je m'adresse là aux élèves de cette année, les élèves de terminale, bon, certes, vous êtes les premiers à avoir fait les spécialités, mais il est vrai aussi que vis-à-vis de la crise sanitaire et autres, on va dire, vous n'avez pas eu le format bac tel qu'il a été défini, réfléchi dans cette réforme. Alors, bien évidemment, c'est un peu entre les deux, on va dire ça comme ça. Et c'est là où Mme Demachy a raison d'insister là-dessus. Les équipes pédagogiques qui auront à regarder vos dossiers, parce que ce n'est pas Parcoursup qui le fait, hein. D'accord? Ce n'est pas une machine automatisée qui va le faire. Non, je vous assure que c'est vraiment des équipes pédagogiques qui prennent le temps, et ça nous prend beaucoup de temps, qui prennent le temps de prendre l'ensemble, je dis bien l'ensemble des informations qui sont remontées à la fois par vos établissements, qui sont aussi remontées par vous, d'accord? Il y a un certain nombre de choses, on prend le temps de les regarder, on prend le temps de les voir, on prend le temps de les étudier. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas du tout une question d'automaticité. Hein. Ce n'est pas parce que, venant de tel lycée, si vous n'avez pas éventuellement une moyenne de supérieure à 15, stop, ce n'est pas la peine, vous ne rentrez pas. Ça n'a jamais été le cas. Hein. D'accord? C'est vraiment une multitude. Sinon, bien évidemment, on aurait fait ça de manière robotisée, on n'en parle plus. Non, c'est vraiment, et je rejoins Mme Demachy, elle a raison d'insister là-dessus, avec Didier aussi, c'est vraiment une multitude de critères, c'est ce qu'on appelle un peu des contraintes multiples, dans lesquelles les différents membres du jury, ce n'est pas une personne qui va bosser, c'est vraiment plusieurs personnes, c'est un jury qui se prononce là-dessus et qui regarde un peu l'ensemble de ces critères. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un projet de formation, c'est aussi un projet de vie, c'est-à-dire qu'il faut absolument prendre le temps de la réflexion. Alors, quand je disais tout à l'heure par rapport aux informations que vous devez remonter, il y en a une sur laquelle M. Théa a beaucoup insisté, je me permets de le dire un peu en son nom, c'est le fameux, vous savez, les fameux 1500 caractères. Attention, ce n'est pas le 11 mars, c'est après, parce que vous avez, après une période qui va aller, me semble-t-il, on va peut-être mettre les calendriers après, qui va effectivement, c'est dans cette période-là que vous allez compléter le dossier. Je sens que c'est le 18 avril, non? Oui, c'est ça, c'est le 18 avril. Vous avez effectivement ce fameux petit encart de 1500 caractères, pas plus, c'est ce que me disait, et dans lesquels vous rentrez votre projet de formation motivé, comme une lettre de motivation. Mais attention, là aussi pareil, il m'expliquait que ce n'est pas la peine de demander à votre papa ou votre maman éventuellement à ce qu'ils l'écrivent à votre place. Non, ce que souhaiteraient les équipes pédagogiques, déjà, quand je lui ai posé la question, mais pourquoi vous l'avez fait ça? Il me disait, déjà, pour bien qu'ils se comprennent que ce n'est pas juste un clic, qu'ils ne sont pas juste en train de cliquer, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, il faut qu'ils réfléchissent à la formation. Donc, c'est pour ça qu'on leur demande cet effort de rentrer un peu leur motivation. Et dans ces motivations, ce
Ce que souhaiterait voir l'équipe pédagogique, c'est ce que disait Madame Demachy, c'est justement l'ouverture qui est la vôtre, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait et qui formerait, entre guillemets, votre personnalité et qui permettrait, entre autres, d'aider des membres du jury à se dire, voilà, c'est un tout, c'est l'ensemble de cette expérience qui est mise en avant. Alors ça, c'est assez important sur au moins cette partie-là. Je ne sais pas si vous voulez dire, rajouter 2 ou 3 mots là-dessus, Didier, Madame Demachy, Madame Godard, sur on va dire, ces 1500 caractères sur la fiche de formation, la projet de formation motivé. Oui, c'est un petit peu ce que j'avais dit en introduction. Voilà, le projet de formation motivée, effectivement, c'est un vrai élément du dossier. Ça va être lu. Alors, en même temps, il faut le replacer. C'est-à-dire que, bien sûr, vous n'êtes pas en train de faire une candidature pour une embauche. Et nous ne sommes pas des gens des ressources humaines. Donc, le projet de formation motivée, c'est exactement ce qui vous était dit. Il doit mettre en valeur vos centres d'intérêt, enfin, il doit mettre en valeur en quoi cette formation vous intéresse, en quoi vous pourriez vous sentir motivé dans cette formation. Alors, la motivation, ce n'est pas une déclaration. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire « je suis motivé par votre formation » parce que ça, tout le monde peut l'écrire, même si ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui est vrai. C'est-à-dire, je suis motivé par cette formation parce que je suis intéressé par, si c'est une formation de biologie, parce que je suis intéressé par la biodiversité, parce que les questions où ça peut être, voilà, formation de maths physique, les questions de la place de l'informatique aujourd'hui ou de la place des sciences des données ou bien les problématiques du climat. Enfin, voilà, vous êtes, enfin, tout élève de terminale aujourd'hui, dans le monde où on est, avec le niveau d'information qu'on a, tout ce qui arrive sur vos smartphones tous les jours, évidemment qu'il y a des questions que vous vous posez sur le monde de demain et sur vous dans le monde de demain. Donc, le projet de formation motivé, c'est ça. Quelles questions vous vous posez et en quoi cette formation, elle va vous aider peut-être à vous placer un jour dans un métier qui va faire du sens par rapport à ces questions que vous vous posez. Donc, il y a ça, il y a par rapport, voilà, vos centres d'intérêt, vos questionnements, il y a vos expériences scolaires, extrascolaires, vos rencontres dans des voyages, peu importe, quelque chose qui est vous et qui fait du sens par rapport aux éléments qu'il y a dans cette formation. C'est ça le projet de formation motivée, c'est que vous exprimiez ça simplement en quelques lignes, par des phrases simples. Il ne s'agit pas de faire de la littérature, il ne s'agit pas de faire une lettre de recrutement. Ça peut être maladroit. Faites-vous juste relire pour éviter les fautes d'orthographe. Voilà, ça c'est toujours bien. Et puis après, c'est tout. Sincère, personnel, qui vous ressemble. Merci beaucoup, Madame Demachy. Madame Godard, vous voulez… Oui. Je dirais l'erreur à ne pas faire et que font certains et qui, là, énerve, je le dis directement, hein, beaucoup les responsables de formation, c'est quand vous sortez une phrase bateau qui est valable pour toute formation. Genre, non, mais je vais le ne pas faire. Genre, quelque chose, vous allez dire, j'aimerais intégrer votre formation parce qu'elle est excellente, parce que, enfin, que des termes comme ça, mais qui sont complètement… qui sont valables, je dirais, pour toute formation et qui ne montrent pas que vous avez été vous renseigner sur les spécificités de la formation et de ce qu'elle va vous apporter ou de pourquoi vous la choisissez. Donc, il faut vraiment éviter, alors déjà, de vous tromper, hein, parce que vous tromper ou le copier-coller, parce que vous êtes très, très motivé par 2 formations et que pour les autres, vous vous dites, c'est pas grave, c'est pas ça là que je veux, mais je le mets quand même. Et donc, vous parlez, vous postulez dans une formation, je ne sais pas, oui, de biologiste, et vous dites que vous êtes très, très intéressé par la chimie, comme ça. Voilà, je vous dis dans les choses à ne pas faire parce que c'est ce qu'on rencontre et voilà, ça ne va pas du tout jouer en votre faveur si vous reprenez quelque chose que vous avez utilisé pour votre formation phare et que vous allez essayer d'adapter aux autres formations. Il faut vraiment voir que c'est quelque chose qui parle de la formation, que vous vous êtes renseigné sur la formation. Après, à vous de voir comment vous le faites ressortir. Mais il faut vraiment éviter les phrases bateau, de dire que la formation est excellente, chose que vous pouvez dire pour toute formation, que ce soit quelque chose de droit, de chimie, de STAPS ou de je ne sais quoi. Donc voilà, c'est les erreurs à ne pas faire.
Merci beaucoup. Alors, peut-être juste, avant de faire peut-être une synthèse et voir, parce qu'on a peut-être passé un peu quasi toutes les questions qui nous ont été posées, juste, il y a une dernière chose, parce que quelqu'un aussi m'a envoyé un texto me disant la question qui se pose aussi par rapport au taux que les recteurs mettent aussi dans la partie sélection. D'accord? Ça, c'est une information qu'on peut aussi vous donner à la fois sur ou les filières, ou généralistes, ou professionnels, ou technologiques. Et vous avez aussi de l'autre côté la partie boursier. D'accord? Les taux boursiers. Peut-être, Madame Machi, si vous avez un élément d'information là-dessus, sinon je peux l'expliquer, allez-y. Vous voulez parler des quotas Voilà, boursiers et quotas secteurs? Moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais je préfère les taux. Oui, ok, les taux, très bien, très bien. Oui, alors ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans la loi, en fait. Hein. Voilà. C'est dans la loi orientation réussite étudiante de mars 2018, donc qui a inscrit en fait Parcoursup comme le mode, la façon de rentrer dans l'enseignement supérieur. Donc là, on vous a parlé de la façon dont les établissements établissent le classement de l'ensemble de leurs candidats, filière par filière, qui est un classement pédagogique. Et donc, les filières, elles font un travail à partir des équipes pédagogiques, à partir de vos dossiers, qui est purement pédagogique. À cela va effectivement s'ajouter l'exercice de taux qui sont donc définis par la loi et qui sont établis. La valeur des taux est établie par le rectorat en concertation avec les établissements. Donc, effectivement, il y a deux taux qui s'appliquent dans les filières non sélectives, ce qu'on appelle le taux boursier et le taux secteur, ou secteur hors secteur. Donc, ça, c'est dans les filières non sélectives. Dans les filières sélectives, s'applique le taux boursier uniquement. Donc, ce taux, c'est quelque chose qui est une volonté politique, pour le coup, hein, donc qui vient après le classement pédagogique. Nous, on ne s'en occupe pas, entre guillemets. Ce taux boursier, il est de dire, on souhaite renforcer la part des boursiers dans l'enseignement supérieur et cela peut être, donc il y a un côté proactif en fonction des filières. Donc ça veut dire que ce taux qui est établi va permettre à des étudiants, en fait, ça va venir jouer sur le classement pour que ce taux soit respecté au moment de l'appel des étudiants. Donc, ça va venir sur le classement pédagogique initial, appeler des étudiants boursiers, par exemple, plus vite que leur classement pédagogique strict pour renforcer le taux de boursiers dans une filière donnée. Même chose sur le taux secteur. Donc, le secteur, pour ce qui nous concerne, est un secteur Île-de-France. C'est au niveau régional. Donc, en fait, on différencie Île-de-France par rapport à hors Île-de-France. Donc ça veut dire qu'en fait, dans un classement, ou en gros à dossier équivalent, hein, même s'il n'y a pas d'ex-aequo à proprement parler au niveau du classement, mais en gros à dossier équivalent, on peut avoir un effet où, si on est dans le secteur, on a une sorte de priorité par rapport au hors-secteur. C'est ça que ça veut dire, ce taux. Et même chose au niveau des boursiers. Ça va permettre de respecter une volonté d'accueillir dans notre enseignement supérieur des boursiers et aussi de réguler un petit peu sur l'ensemble des régions la répartition des étudiants et des élèves en fonction de leur candidature. Et ça veut dire que dans Parcoursup, vous pouvez candidater dans votre région hors région. Simplement, ça va pouvoir un petit peu jouer dans la rapidité d'appel. C'est ça qui peut jouer sur les filières non sélectives. Tout à fait. Tout à fait, merci beaucoup. Tu veux dire, non, tout à fait, et je confirme un peu, parce que là, il faudra qu'on tende un peu une fameuse légende urbaine. Parcoursup ne fait pas de classement, donc vous avez bien compris, c'est les équipes pédagogiques. La seule chose que pourrait éventuellement, sur laquelle agirait Parcoursup, c'est cette histoire de taux, et dans lesquels, effectivement, il y a Parcoursup ils vont remonter, mais au regard des taux qui ont été fixés. Attention, d'accord, à la fois, comme vient de le dire Mme Machi, boursier, pas boursier, puis résidence de France ou d'autres. Donc ça, c'est important ce que vous compreniez. Ce travail est fait derrière
Ce n'est pas les équipes pédagogiques qui font, parce qu'à la limite, ils n'ont pas connaissance de ça. Pas du tout les équipes pédagogiques. Hein. Ce sont des systèmes d'information qui sont connectés entre eux. Typiquement, par exemple, pour la question des boursiers et autres, c'est EduCNAT, hein, pour ceux qui connaissent, qui justement passe l'information à la plateforme Parcoursup. Et donc, il y a à ce niveau-là des mises à jour qui sont faites sur les dossiers. Mais écoutez, je pense qu'on a à peu près, me semble-t-il, vraiment essayé de répondre à toutes les questions. Moi, j'aimerais bien que peut-être assez rapidement, ça nous prend 3-4 minutes éventuellement, de faire passer les slides, les visuels, pardon, que vous avez sur vos écrans. Donc, les principes clés de Parcoursup, un accompagnement à chaque étape de la procédure, quelques informations clés. Alors, sachez bien évidemment que ces visuels-là, ils seront téléchargeables sur le site de la mairie pour ceux qui souhaiteraient éventuellement voir un peu un plan bête. La prise en compte du profil de chaque lycéen et vous l'aurez compris, le dernier mot donné au candidat pour choisir la formation. Donc, rappelons que cette étape, c'est ce jeudi-là. Attention, il faut maintenant que les élèves doivent maintenant impérativement tous se positionner. C'est important et ils l'ont jusqu'à jeudi. Et puis après, comme je vous disais, il y a des parcours de réussite personnalisés. Ça, Madame Lemachi, Madame Godard nous l'a aussi expliqué, nous ici à l'université pour accompagner la réussite dans l'enseignement supérieur. Alors, deuxième visuel, donc ça c'est le calendrier que vous avez aussi sous les yeux. Tout à l'heure, j'avais peut-être dit 18 avril, mais je le corrige, c'est le 8 avril, d'accord? Ça, c'est la deuxième phase qui arrive, qui va partir donc à partir de ce jeudi jusqu'au 8 avril. Là, vous pouvez finaliser votre dossier. Donc, faites-le bien évidemment avec vos professeurs responsables, faites-le aussi en discutant un peu avec vos parents. Et vous avez après ensuite, d'accord, une troisième phase qui va arriver, celle du 27 mai, qui va aller jusqu'au 16 juillet. Donc, tout ça, vous l'aurez et qui vous expliquera un peu la temporalité que vous devez respecter. Alors, dernière chose, peut-être, on va plus loin. André, si vous le voulez bien. On descend, voilà. Là, l'idée, c'est de construire son projet d'orientation. Donc, vous avez bien compris que là, on vous donne un peu un site qu'on vous recommande d'aller voir. C'est des informations sur les filières, les formations, les métiers. Et bien évidemment, vous avez aussi le site que maintenant vous connaissez assez bien, parcoursup.fr. Vous avez de 18 000 fiches de formation détaillées. Et je vous assure, allez-y, regardez-le, prenez un petit peu le temps. Il y a plein d'informations dans tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Visuel d'après, s'il vous plaît, André. Voilà, donc le bon réflexe, c'est ce qu'on est en train de faire un peu avec vous, c'est-à-dire s'informer, se renseigner, on va dire. Sur le Parcoursup, sur d'ailleurs le site de Parcoursup, vous avez vraiment une rubrique chat, hein, vous pouvez directement aller dessus en descendant un peu dans la page initiale d'accueil de Parcoursup. Vous avez une rubrique chat, elle est vraiment fournie et Monsieur Parcoursup, Monsieur Gérantaire, pour ceux qui connaissent, il me disait qu'on l'actualise vraiment très périodiquement par rapport aux questions que vous vous posez. D'ailleurs, il me dit aussi que vous allez avoir un numéro vert qui va tomber aujourd'hui, il me semble. D'accord. Vous pouvez aussi l'appeler sur l'ensemble jusqu'à quasiment jeudi. Les lycées, bien évidemment, et puis il n'y a pas que les lycées, un peu tous les acteurs autour de ce choix. Ben, là aussi, pareil, il y a un certain nombre de permanences qui sont faites cette semaine-là pour pouvoir un peu répondre à vos inquiétudes, répondre à vos questions. Vous en avez ici quelques-uns sur ce visuel-là à votre droite et transparent d'après, visuel d'après. Donc là, les dates, on voulait qu'on reconfirme encore une fois, c'est important. La formulation des vœux, elle arrive vite, là, le 11 mars. Donc, rappelez-vous, 10 vœux. Pour certains, vous avez encore des sous-vœux de l'autre côté. Rappelez-vous aussi la possibilité d'avoir 10 vœux en plus pour les filières en apprentissage. Attention, jeudi 11 mars, 23h59, on arrête. Puis après, vous avez jusqu'au 8 avril pour pouvoir finaliser votre dossier. D'accord? Et puis, n'oubliez pas aussi que cette semaine-là, beaucoup de conseils de classe vont avoir lieu. Donc, n'oubliez pas d'informer vos équipes pédagogiques parce que derrière, ils remplissent la fiche à venir. C'est très important parce que cette fiche, elle remonte. Et d'ailleurs, les équipes pédagogiques sont là, je suis même sûr et certain de ce que je vais dire, ils sont là pour affiner au mieux
la fiche à venir pour pouvoir répondre au mieux à vos attentes et à vos envies pour l'enseignement supérieur. Et puis, dernière slide, il me semble, on aurait peut-être fini là-dessus. Il y en a encore une, voilà. Donc, les principaux éléments à retenir peut-être, c'est ce qu'on vous dit là. Donc, projet de formation motivé, on en a parlé. Les fameuses pièces complémentaires, on en a parlé. Activité centre d'intérêt, si elle a été renseignée. La fiche à venir, on vient d'en parler. Les fameux bulletins scolaires, ça, c'est pas vous. Donc, c'est les lycées qui vont effectivement les remonter. Sachez-le que pour vous, dans l'année de première, ça sera, à mon avis, plutôt le premier trimestre et le deuxième, parce que le troisième trimestre, on était en confinement, et je pense qu'il va y avoir plutôt le premier et le deuxième. Les notes de spécialité que vous avez obtenues en terminale, et bien évidemment, les notes de premier trimestre, du deuxième trimestre de votre terminale, plus donc sur lesquelles apparaîtront les notes de spécialité, puisqu'on est passé en contrôle continu. D'accord? Prochaine slide, prochain visuel, s'il te plaît, André. Voilà. Parcoursup, ce n'est pas lui qui fait les choix, ça vous l'aurez compris. Les places sont priorisées, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à ces histoires de taux, donc à la fois sur les filières, sur les emplacements et sur la partie boursier ou pas boursier. On en a parlé. Je vais plus loin, donc dernière encore. Voilà, donc on arrête là. 5 conseils pour bien se préparer, et c'est peut-être un peu le mot de la fin, et je donnerai après peut-être la parole à nos intervenants, s'ils souhaiteraient éventuellement, ou si elles souhaiteraient plutôt, et si Didier aussi souhaite éventuellement compléter. 5 conseils pour bien se préparer. Ne pas attendre la dernière minute, elle arrive vite, d'accord? Prenez le temps au moins ce week-end, même s'il fait beau, attention. Voilà, tout en vous oxygénant, vous pouvez aussi prendre un peu de temps pour peut-être discuter de tout ça. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas, ou celles d'entre vous qui n'ont pas encore, je dirais, validé leur choix, mais il faut le faire, petit à petit. Mais ne l'attendez pas le jeudi. Échangez donc au sein de son lycée, profitez des opportunités de rencontre. Ça, on en a parlé déjà. Et vos équipes, elles sont encore prêtes là-dessus à votre écoute. Préparer les éléments pour s'inscrire et renseigner les coordonnées des représentants légaux. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour les parents, n'oubliez pas éventuellement de demander à vos enfants, parce qu'ils ne le font pas souvent peut-être, de rajouter les coordonnées, vos coordonnées, de façon à ce que vous puissiez, vous, avoir aussi des retours. À chaque fois qu'il y a un SMS ou une information par mail qui arrive, ben, vous serez mis en copie. Donc, finira par vous dire qu'il faut que vous abordiez cette phase d'admission sereinement, parce qu'on l'a tous dit. Hein, il ne s'agit pas de rajouter du stress au stress, ce n'est pas du tout l'objectif, bien au contraire. Et bien évidemment, Parcoursup s'est mis un peu s'est mis un peu à la page, donc par rapport à tout ce qui est les réseaux qui vous intéressent, donc Instagram, Facebook. Bon, ça, à la limite, je n'ai même pas envie de vous en parler, parce que vous êtes beaucoup mieux calés que nous là-dessus. Voilà, Madame Demachy, Madame Godard, Didier, si vous avez envie de rajouter un petit mot de la fin. Moi, je dirais juste, c'est une période qui est parfois qui est assez intense, hein, toute cette période Parcoursup, quand on est élève et quand on est parent d'élèves de terminale. Donc, ça peut paraître stressant, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Donc voilà, il faut s'organiser, enfin, il faut serrer un petit peu tout ça, mais il faut y voir quelque chose de très positif, dans le sens où, bah justement, c'est une étape où on se prépare à une étape suivante. Donc, ça fait grandir, ça fait réfléchir, ça fait passer des étapes, justement. Et c'est important dans la vie, c'est aussi formateur. Donc, il faut le prendre comme quelque chose où on apprend aussi chacun, et on apprend aussi sur soi, parce qu'on va s'obliger à réfléchir un petit peu. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Et sinon, il y a effectivement sur Parcoursup beaucoup d'informations, et puis aussi ne pas hésiter à aller sur les sites des universités qui présentent aussi en général leur formation. Donc, ça va donner aussi quelque chose de complémentaire. Donc, sur les sites des universités ou d'autres écoles ou classes préparatoires, évidemment, où on peut avoir envie de postuler. Voilà. Donc, encore une fois, faire des vœux un petit peu variés pour ne pas tout taper exactement tout dans la même chose, avec le risque d'avoir toujours un petit peu le même retour, pour se donner d'emblée, avec les 10 vœux que vous faites, quand même déjà un certain panel de formations qui peuvent avoir des taux de pression un peu variés. Voilà. Merci Madame Demachy. Madame Godard, le mot de la fin. Ah, vous êtes en mute, attention.
Micro. Le micro. Ah, pardon. C'est pas volontaire. Madame Godard, votre micro. Oui, comme j'avais une mauvaise réception. C'est parfait, c'est bon, on vous entend là. Oui, oui, non, non, enfin, le mot de la fin, oui, c'est un peu tout ce qui a, voilà, c'est tout ce qui a été dit. C'est voilà, Parcoursup, ça peut paraître un peu une usine, et surtout, voilà, ne pas prendre son temps, même si on a 4 jours après 2 jours pour répondre, mais quand même prendre son temps pour répondre, et surtout ne pas paniquer si le premier jour, on n'a que des vœux en attente, parce que ça arrive souvent. Enfin voilà, ça arrive souvent, ça se déplie très très vite, hein, parce que bon ben voilà, faut le dire, hein, les très bons dossiers, ils ont souvent des oui partout, et très rapidement, il va falloir qu'ils fassent un choix. Il va falloir faire un choix, donc les candidats vont faire leur choix, et donc ça peut aller sur une formation. C'est pas parce qu'on est 3 millième que c'est la panique. Voilà, vous voyez que vous avez quand même beaucoup de vœux à formuler, et que sur ces beaucoup de vœux, à un moment donné, il faut faire des choix, en éliminer certains, et donc ne pas paniquer si le jour où ça ouvre, vous n'avez que des vœux en attente, puisque surveiller l'évolution, regarder que sur certaines formations, ça va aller plus ou moins vite. Hein. De toute façon, il y a des filières qui sont en tension, d'autres qui le sont moins. Mais en tous les cas, absolument pas de panique à avoir. S'il n'y a que des vœux en attente le premier jour, ça arrive assez souvent quand même. Mais bien, bien. Merci, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Didier. Oui. Donc, juste un petit mot, moi je voudrais m'adresser aux cas difficiles. Donc on sait, dans tous les lycées, il y a des élèves qui sont en difficulté parce que l'adolescence est un moment qui n'est pas simple, et ça se traduit souvent par une difficulté à renseigner les demandes de Parcoursup qui sont stressantes. Hein. Donc je voudrais m'adresser aux parents et aux élèves, hein, pour leur dire qu'ils ont une multitude d'interlocuteurs aptes à les aider. Hein. De facto, on trouve toujours un petit pourcentage, hein, d'élèves qui tardent des fois trop, hein, pour remplir ces procédures obligatoires. Hein. Donc, il y a vraiment des interlocuteurs à tous les niveaux, que ce soit au lycée, que ce soit à travers les sites ou dans les universités. Hein. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour vous aider. Merci beaucoup Didier. Ben, écoutez, je pense que sur ce, on a fait un peu le tour. Merci beaucoup. Moi, je n'aurais pas d'autres conseils ou d'autres retours à vous faire que ceux éventuellement qui ont été déjà donnés à la fois sur les visuels que je vous ai présentés, que nous devons d'ailleurs à Parcoursup, à M. Géanter qui nous a fait le plaisir de les partager avec nous, à Mme Demachi que je remercie énormément aussi, à Mme Godard, à M. Mougla qui était là présent au tout début, qui est pour nous permettre un peu de voir un peu l'Université de Paris. Puis voilà, je voulais qu'il y ait quelqu'un du but, parce que c'est important et que ça intéresse aussi pas mal de jeunes. À Didier qui m'a fait donc le plaisir d'être avec moi pendant toute cette séance. Et puis, très rapidement, je remercie vraiment énormément tous ceux qui ont œuvré un peu pour que cette première action puisse se faire. Bien évidemment, je commencerai par, que vous ne voyez pas parce qu'il s'occupe un peu de toute la partie logistique, c'est M. André Pereira, donc il directeur du service de la communication, puis par son biais, j'ai envie de remercier un peu tous les services de la mairie qui ont vraiment œuvré beaucoup, ne serait-ce que pour l'information, ne serait-ce que pour un peu aller voir les uns, les autres. Bon, voilà, ça a été. Et puis, je remercie un peu aussi tous les élus qui ont beaucoup travaillé aussi sur ce dossier. En particulier, il y a donc, je citerai Hervé Doll, hein, qui est donc délégué aussi, qui est en plus vice-président aussi au niveau de l'Université Paris-Saclay, que je salue, qui nous a aussi beaucoup aidé pour le montage de ce dossier. Je remercie aussi Anne-Charlotte Bénichou, qui était donc aussi maire adjointe, qui a aussi travaillé avec moi sur ce dossier-là. Et puis, je n'oublie pas, bien évidemment, le jeune de la bande, qui est Alexis Midol-Monet, qui a beaucoup aussi travaillé avec nous et qui a aussi aidé un peu à donner l'information sur l'ensemble un peu de ces réseaux. Et puis, bien évidemment aussi, l'ensemble de l'équipe municipale, que je remercie, qui a derrière fait pas mal de communication sur cette question. Je pense qu'il valait le coup qu'on le fasse. Oui, on a eu pas mal de questions. Très bien. Donc là, ça va tourner, je pense, après en boucle, il me semble, sur les réseaux sociaux. Les slides, les visuels qu'on vous a montrés, puis toutes les informations qu'on vous a montrées, elles seront aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, écoutez, pour le mot de la fin, allez-y doucement, mais faites-le quand même avant le jeudi. Merci beaucoup. Demander la parole. Merci beaucoup.
Et je vous souhaite un bon après-midi. Et puis là, vous avez le droit d'aller sortir un peu vous oxygéner. Il y a quelqu'un qui demandait la parole, non, Alexis? Avant 18h. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, non, si je pouvais me permettre, merci Abdelhamid et Didier du mot de la conclusion. J'ai suivi et je remercie l'ensemble des personnes, des jeunes, des parents, des professionnels de l'enseignement, de la recherche qui ont participé à cet événement. Le dernier mot que je souhaitais transmettre aux jeunes lycéennes et aux lycéens qui ont suivi, vraiment, comme l'a dit Didier, il y a une pluralité d'acteurs qui sont là pour répondre aux interrogations qui sont normales, qui sont légitimes durant la campagne et la phase d'orientation. Et il y a notamment un acteur, enfin une autre pluralité d'acteurs qui sont les associations étudiantes, les représentants étudiants des universités qui, aux côtés des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses ici présentes, participent régulièrement, vous le verrez, dans ce qui s'appelle les UFR, dans les écoles départementales des universités. Ces représentants étudiants participent au comité de sélection, aux comités qui débattent des critères de sélection divers de chaque UFR et de chaque école départementale. Et ces représentants étudiants auront des conseils également à vous apporter si vous les sollicitez. Et je sais qu'avec la période du Covid qui nous oblige à avoir pas mal de visioconférences et d'organisations dématérialisées, ils mettront tout en place pour répondre à vos interrogations et également par leurs moyens de communication propres, venir à votre rencontre pour vous expliquer un petit peu pour des questions plus locales sur des UFR ou des critères de sélection qui parfois sont un peu propres à chaque famille universitaire qui des fois a ses codes et ses rites qui sont, j'en conviens, pas forcément simples à appréhender quand on sort du lycée. Voilà. Mais merci encore une fois à l'ensemble des présents et au CESIF naissant et à Abdelhamid pour sa belle organisation et sa belle initiative. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup. Ben, écoutez, je pense que sur ça, on va se quitter. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et merci d'avoir participé à ce Zoom qui, j'espère, vous a donc éclairé, on va dire ça comme ça, un temps soit peu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Madame Demachy, je vous remercie. Madame Godard, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Et à très bientôt pour d'autres actions du CESIF. Merci. Au revoir. Merci à vous.